Sunderlight Productions. Vous connaissez peut-être Amélie Soubrier pour ses photos grossesse et famille, et ça fait un petit moment qu'on parle tous les deux d'enregistrer un épisode ensemble, mais vous ne connaissez peut-être pas son engagement auprès de la FFPMI, dont elle est devenue présidente au national la semaine dernière. On a donc gardé l'enregistrement en réserve pour en profiter pour parler de la FFPMI, dont je vous parle régulièrement en vous invitant à y adhérer, et on va consacrer un petit bout de cet épisode à vous expliquer à quoi ça sert. Mais on va surtout parler de se chercher et de se trouver photographiquement, de savoir vendre, de faire ses comptes et gérer son entreprise, du ratio entre la créativité à tout prix et ce que le client a envie d'avoir au final, d'être rentable et d'assumer son positionnement et ses tarifs, de se construire une clientèle fidèle et de progresser, bref, d'être efficace. J'en profite, je ne le fais pas souvent, mais j'en profite pour vous rappeler de partager les épisodes si vous pouvez sur les réseaux sociaux et de laisser des notes et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. Ça vous coûte rien, ça m'aide énormément et ce serait super gentil de le faire. Merci beaucoup. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Amélie Soubrier. Bonjour Amélie. Bonjour Julien. Bienvenue. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une invitée en personne pour enregistrer le podcast. Ces derniers temps, j'ai beaucoup enregistré à distance. Ça me fait presque bizarre d'avoir quelqu'un en face de moi. Bah écoute, moi je suis ravie. T'arrives, t'es toute souriante. Je suis tout perturbé. J'ai plus l'habitude du tout. J'ai l'impression que j'ai plus l'habitude de parler aux gens en fait. Ah. Ça t'a jamais fait ça ? Non, ça m'a jamais fait ça. Tu parles facilement ? Oui. Ouais. Moi, je redécouvre ça. Eh bien, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est une invitation spéciale. Ça fait très longtemps qu'on discute ensemble d'enregistrer un épisode, mais il se trouve que depuis longtemps, c'est dans l'air que tu étais candidate à la présidence de la FFPMI. Il y a un petit moment où on s'est dit que c'était a priori plutôt bien engagé, mais on avait décidé d'attendre un petit peu que ce soit fait, et aujourd'hui, c'est fait. Oui, écoute, c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on en discute et voilà. Moi, je me disais que quitte à prendre la parole, autant prendre la parole autant sur ma partie photographe, enfin studio de photographie, que justement sur la partie présidence de la FFPMI. Donc c'est vrai qu'on a eu l'Assemblée Générale ce week-end et que ça y est, c'est enfin officiel. Ouais. Et donc si vous écoutez un peu le podcast, vous savez que moi je suis adhérent FFPMI depuis avant le Covid, juste avant, quand j'ai découvert que ça existait. Je pense que c'est le moment où ça a vraiment repris en force. Autour de 2019, ça faisait un moment que vous étiez dessus, mais c'est le moment où ça a commencé à vraiment faire du bruit. En fait, moi j'ai remonté la structure parce que l'antenne régionale Île-de-France en fait s'est complètement arrêtée 2016 ou 2017. Et en fait, moi j'ai repris quand j'ai rencontré Thibaut Chape qui retravaillait avec le national à ce moment-là. Je lui ai proposé de remonter une structure en Île-de-France et donc on a remonté avec un petit bureau en 2019. D'accord. Donc tu es arrivé quasiment au début du renouveau de la structure. J'avais l'impression que c'était un petit peu avant, mais je crois que j'ai dû arriver en mars 2020 ou quelque chose comme ça. Quand on a fait du bruit et qu'on s'est battu pour la crise quand Covid. Vous avez fait un événement au Nikon Plaza juste avant le Covid. C'était pas encore le Covid justement, mais j'avais trouvé la démarche intéressante. Et puis après, comme j'étais adhérent, j'ai vu ce que vous avez fait au niveau national pour le Covid, et notamment le fait que si on a eu des aides en tant que photographe, vous n'y étiez pas étranger du tout. Même, je pense que je pense même qu'on y était pour beaucoup. Une des raisons principales pour lesquelles on a été inclus dans le plan. Et donc depuis, je suis resté fidèle à la FFPMI. J'ai toujours dit aux gens qu'il fallait adhérer. Si vous avez une chose, un organisme auquel adhérer, c'est celui-là, parce qu'il faut qu'on soit représentatif. Il faut qu'on ait des gens qui peuvent parler en notre nom, et il faut qu'on puisse se défendre tous ensemble. Et puis il y a plein d'autres choses aussi, on va en parler, qui sont importantes, qui sont une des raisons pour lesquelles, je pense, toi tu t'es investi dans la FFPMI, pour lesquelles moi je m'y investis officieusement, parce que je n'ai aucune envie de me coller une responsabilité réelle sur le dos pour autre chose que mon travail. Mais on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. En attendant, on va commencer comme on commence tous les épisodes par l'elevator pitch. Donc le principe est simple, tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi, il te regarde, il te dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tu as 3 étages pour lui expliquer tout ça. Qu'est-ce que tu lui dis ?
Qu'est-ce que je lui dis? Alors, écoute, c'est pas hyper simple parce que 3 étages. Je lui dis que je m'appelle Amélie Soubrier, je lui dis que j'ai 43 ans, que j'ai 2 enfants, que je suis heureuse, que je suis photographe de studio, que je suis spécialisée en grossesse et en maternité, enfin en grossesse et en nouveau-né même. Voilà, que je m'éclate, ça fait 13 ans que je fais ça et que j'adore. Et voilà, que dans mes études, j'ai fait une école de commerce. C'est peut-être ce qui explique ce que je suis aujourd'hui d'ailleurs. Et que voilà, j'ai bossé un peu dans le privé et un jour, je me suis dit non, je crois que je suis faite pour être indépendante. Et voilà, c'est là qu'a commencé l'aventure de la photographie. Et depuis, ça s'arrête plus. C'est génial. J'ai vu que l'aventure de la photographie avait commencé pas par du studio, elle avait commencé par du mariage. Ouais, l'aventure, elle a commencé le jour où je me suis levée le matin en me disant je vais être photographe. Je l'ai dit à mon mari ce jour-là, je me rappellerai tout le temps. Il m'a dit non, mais Amélie, il y a plein de métiers sur lesquels tu peux aller. La photographie aujourd'hui, c'est complètement saturé, tu n'y arriveras pas. Puis bon, c'est pas grave. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait du mariage, de la famille, de l'extérieur, du parc, du studio. Je faisais ça chez moi. J'avais une petite pièce. Enfin, j'ai boutiqué. Voilà ce que je dis. Et puis après, en fait, très vite, au bout de 2 ans, je me suis dit, il me faut un studio. J'avais fait aucune formation, j'y connaissais rien, mais j'y suis allée. Voilà, c'est un peu un de mes traits de caractère, de foncer. Pas tête baissée, parce que quand même, je suis assez réfléchie, et voilà, mais au moins foncer et se dire après, oulala, c'était un peu risqué, mais c'est pas grave, j'y suis allée. Et puis le fait est qu'aujourd'hui, je suis ravie, parce que ça le fait, vraiment. Ça marche bien. Ouais. T'es une des références, en tout cas, tu fais des formations, on te connaît, en tout cas, on te connaît bien maintenant dans le domaine. Alors, je sais pas si on me connaît pour ce que je suis en tant que photographe et ma production, ou si on me connaît pour tout ce que j'ai fait pour les photographes. Je pense qu'il y a un peu des deux. Les deux. Ouais. Je pense que les deux sont difficilement dissociables. C'est-à-dire que quand tu vends de la formation, si tu n'as pas fait un minimum tes preuves en photo, il y a quand même... Il y a quand même une limite à ce que tu peux vendre, même s'il y en a qui se lancent. J'ai vu passer une formation tout à l'heure sur Facebook. Je suis sur le cul. Je donnerai pas le nom, mais bon, on est début février, mi-février, donc les gens qui ont vu sauront de quoi je parle. Mais c'est une formation sur la photo de mariage dans une grande villa. J'ai lu le truc et j'avais l'impression d'un sketch en fait. Donc voilà, il y a des gens qui osent quand même. Mais il y en a toujours eu. Tu sais, des gens qui sont pas plus que ça qualifiés pour le faire et qui mais enfin j'étais pas plus qualifiée que ça quand j'ai monté mon premier studio et j'y suis allée quand même, donc en même temps je suis pas contre les gens qui ont de l'idée et qui ont envie d'y aller. Je pense simplement qu'à un moment il faut savoir s'entourer pour vite progresser et vite faire les choses correctement. Oui, mais c'est pas donné à tout le monde en fait. Ton elevator pitch, il manque un tout petit truc qui est tout frais, donc. Ah oui, c'est parce que je ne l'ai pas encore complètement intégré. Oui, pour le coup, je suis devenue ce week-end présidente de la FFPMI nationale. Et je suis hyper fière. Félicitations. Je le dis, voilà, c'est quelque chose pour lequel je travaille depuis longtemps. Après, je suis pas candidate déclarée. C'est pas une ambition que j'ai depuis 10 ans. Hein. Mais voilà, très vite, je m'y suis intéressée. Très vite, c'est devenu quelque chose qui était hyper important pour moi. Et il y a eu un moment, j'ai senti qu'en fait, j'y avais ma place. Que mon énergie et les idées que j'avais, je pense, pouvaient donner une seconde vie à la FFPMI qui est déjà redevenue, parce qu'avant c'était le GNPP et en 2018 ils ont remonté une structure. Mais voilà, je sentais qu'arrivait le moment où je pouvais apporter quelque chose, un truc en plus qui pouvait dynamiser vraiment l'organisation. Et je suis contente parce qu'en fait, tous les présidents de région, le conseil d'administration, je crois que tout le monde s'est dit c'est le moment. Donc c'est vraiment chouette, je suis heureuse. Bon, c'est cool. J'ai toujours... En fait, pour moi, la politique, entre guillemets, en tout cas les rôles élus et les rôles où on est bénévole et où on se sacrifie un petit peu pour le bien-être des autres aussi, j'ai toujours un petit peu peur de l'ambition. J'ai toujours considéré que si tu n'y vas pas avec un minimum de sens du sacrifice, ça peut vite devenir compliqué. Ça peut vite mal tourner en tout cas. Sens du sacrifice. Alors moi, j'ai pas du tout la sensation de me sacrifier. Enfin, j'adore ce que je fais. Enfin, tu vois. Par contre, s'il y a une chose que je viens de comprendre, et c'est un peu récent, et c'est vrai que c'est l'histoire de mes derniers mois, c'est qu'en fait, je viens de comprendre que j'entrais dans quelque chose qui était beaucoup plus politique que ce que je pensais. Et en fait, ça a été pour moi une démarche que d'intégrer ça, parce qu'alors moi, je suis quelqu'un, pour tous ceux qui me connaissent, ils le savent, je suis dans le don. Enfin, tu vois, ce que je veux, c'est faire grandir la communauté, l'animer, la fédérer. Je veux que les photographes se rencontrent. Je veux aider les nouveaux à réussir à vivre du métier.
Et pour le coup, voilà, je me suis retrouvée à être un peu contrebalancée entre cet aspect politique que je connaissais pas et justement toutes les relations avec les gens et la façon dont tu dois un peu, je vais pas dire manigancer parce que c'est pas ça, mais au moins peut-être manipuler certaines choses ou certaines personnes et cette envie que j'ai juste très simple de faire du bien à la communauté et de porter des projets. Donc c'est un arbitrage. Tu fais la même chose mais tu le demandes différemment, quoi. Exactement, c'est ça. Après, moi j'ai un parler très franc et je parle très vite. Là, je prends sur moi pour m'appliquer. Mais voilà, je parle très vite, j'ai toujours beaucoup d'idées. Donc c'est vrai que de toute façon, c'est un poste qui me demande de prendre un peu sur moi. Et à la limite, c'est ce qui me plaît. Et c'est pour ça, tu vois, j'ai pas la sensation je sais plus le mot que tu as utilisé tout à l'heure, mais tu vois, de donner de ma personne. En fait, pour moi, c'est un challenge. Oui, je fais pas de sacrifice. En fait, je pense que c'est juste une nouvelle étape dans ma carrière. Je fais toujours de la photo, j'adore la photo. J'ai racheté mon studio, enfin, je m'éclate dans ce que je fais et mon activité. Je la protège d'ailleurs pour qu'elle en pâtisse pas. Mais je suis pas dans le sacrifice aujourd'hui, je suis dans le challenge. Et ce que je veux, c'est porter haut vraiment les couleurs de la profession et nous représenter tel qu'on doit l'être vraiment, je pense. Voilà. Ouais, ça a pu manquer un petit peu par le passé. On va revenir un petit peu plus loin sur la FFPMI. Avant, on va parler photo. Les interviews commencent toujours par les 3 mêmes questions. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Je te l'ai déjà dit, je vais être totalement honnête. En fait, je ne lis pas. C'est pas que je n'aime pas lire, soyons clairs, parce que si j'avais le temps, avec grand plaisir, je me poserais et je lirais. Clairement, j'ai pas le temps. En fait, je dois faire des arbitrages entre toutes les activités. Donc oui, je vais lire un roman ou deux que je vais acheter dans un relais parce que j'ai 4 heures d'avion et là, je vais m'avaler un livre. Mais j'ai pas de lecture business, j'ai même pas les magazines, rien. Donc je ne saurais pas répondre à ta question parce que j'ai rien. Tu cherches pas l'inspiration extérieure ? Non. Pas du tout. En fait, ça peut paraître bizarre parce que j'ai quelques amis très proches là dans le milieu de la photo qui justement sont toujours à regarder le travail des autres, à voir ce qui se passe. Alors moi, je suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je m'inspire très peu du travail des autres. Je m'inspire dans les rencontres que je peux faire. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime la FFPMI parce que ça me permet de voir énormément de monde. Je fais beaucoup de réunions, oui c'est vrai, j'ai pas une réunionnite aiguë, mais ça me permet d'échanger énormément avec les gens et en fait je m'inspire parce que quand tu es à la discussion avec d'autres photographes, de toute façon d'un point de vue business, il y a toujours des trucs qui ressortent et ça m'inspire. Après sur la partie travail, moi j'ai trouvé ma patte, je sais exactement ce que je veux, comment je veux, donc en fait voilà, je suis pas les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose sur lequel je traîne à longueur de temps, ça m'intéresse pas. Et justement, je veux dire à l'inverse, quand je regarde trop le travail des autres, ça a plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est pas motivant pour moi, c'est déprimant de voir comme c'est beau, comme ils font bien leur truc, comme il y a de la créativité, comme c'est artistique. Et moi, je me dis à chaque fois, comme c'est basique ce que tu fais. Après, c'est basique, mais ça marche. Donc il y a un moment, voilà. On a tous ce truc-là. Moi, j'ai un de mes loisirs, c'est la street photographie. Les gens comprennent jamais en fait que moi je vis photo du matin au soir. Je lis des bouquins sur la photo. Quand je suis tranquille, je sors, je vais faire des photos. Et par contre, j'ai un truc que j'ai énormément de mal à faire, c'est recycler les bonnes vieilles recettes. Parce que, et pourtant, je les vois, ces photos, tu vois, quand tu fais un reflet, j'ai été voir, tu sais, l'espèce de géante sur le magasin Louis Vuitton. Je sais pas si tu as vu ce truc qu'ils ont fait. Je l'ai vu en photo, mais je suis pas allée le voir. J'ai été la voir, en fait, je l'ai vu sur le feed de VT Aracam, qui est fait en photo, dans un reflet, dans une flaque d'eau, que j'ai trouvé génial, la photo. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, quand il s'agissait de faire une photo d'un reflet de quelque chose dans une flaque d'eau, j'ai l'impression de faire de la merde. Et c'est rigolo, en fait, comme tu as du mal à t'approprier les trucs des autres, alors qu'en fait, au final, le résultat, il serait pas mauvais. Quelqu'un va regarder ton travail et va dire « mais c'est super, c'est génial, et moi, ce que je fais, c'est nul ». Et en fait, toi, tu as l'impression... Enfin, moi, des fois, j'ai l'impression d'être un escroc, quelque part, en recyclant ce genre de choses. Oui, moi, en fait, tu sais, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans ma pratique photographique, je me suis longtemps cherchée. C'est-à-dire que, alors quand je dis longtemps, sachant que ça fait 13-14 ans que je suis photographe, longtemps, c'était quasiment 10-11 ans. Donc, c'était long. Je me suis cherchée pendant longtemps. Je pense que quand tu arrives à un moment où tu sais ce que tu veux faire, où tu vois, moi j'ai un Insta du studio que je fais tourner très régulièrement, où en fait à chaque fois que je dois poster une photo, je sais quelle image j'ai envie de poster. Ouais. En fait, je pense que ça veut dire que tu es au bon endroit et à la bonne place et que tu fais les bonnes images. Le jour où j'aurai plus de plaisir à poster mes images, parce que je me dirais c'est vraiment trop bateau ou ça s'inscrit plus dans ce que j'ai envie de faire, là peut-être que j'irai regarder ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une dynamique, si tu regardes ce que je fais...
Voilà, je travaille le blanc principalement. Je veux pas dire que je suis dans un effet de mode parce que moi, travailler le blanc et le faire tel que je le fais, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais en plus, clairement, aujourd'hui, j'ai de la chance parce que ce que j'aime faire s'inscrit dans une dynamique mondiale. Enfin, aujourd'hui, travailler le nude, le blanc, les couleurs très claires, des teintes intemporelles. On regarde ce qui se fait aux États-Unis, en Australie, on y est toutes, quoi. Enfin. En tout cas, on va dire que c'est vraiment devenu quelque chose qui est à la mode. Donc aujourd'hui, j'ai pas à réfléchir. Je suis là où je dois être. Et ça me va bien, en fait. Mais c'est rassurant de voir que tout le monde met du temps en fait, à trouver. Je pense qu'on n'a jamais réellement fini en plus de chercher sa voie. Tu trouves un instant T où tu dois être. Et puis peut-être que demain, ce sera une autre histoire. C'est ça aussi. C'est ça. En fait, je pense qu'on se trouve, et je suis lucide, on se lasse aussi. Donc il y a un moment, il va falloir trouver l'évolution de là où tu es aujourd'hui qui te convient bien avec là où tu seras dans un an ou deux pour continuer à te stimuler et à ce que tu as envie de faire de l'image, quoi. Alors justement, la question suivante, c'est quoi être créative ? C'est quoi être créative ? Alors la créativité, c'est un débat qu'on a souvent avec Agnès Colombo parce que, alors elle, pour moi, elle a un œil et tu vois, elle est créative, elle va chercher, elle est toujours en train de chercher une image nouvelle. Moi, à l'inverse, je vais pas dire que je me concentre pas sur la créativité, je me concentre un peu sur ce que les gens vont me donner, sur ce que ça va dégager, ce que moi je ressens en regardant les images. Donc moi, il y a pas de créativité parce que je livre un peu toujours les mêmes images. Moi, je vais surtout à la recherche des gens. Je suis dans l'humain. Je travaille, alors attention, il faut remettre ça aussi dans le contexte. Je travaille principalement qu'avec des femmes enceintes et des nouveau-nés de moins de 15 jours. Donc, tu vois, la créativité, je peux pas. Je suis quand même assez limitée. Les femmes enceintes, je suis limitée dans la façon dont je peux les faire se mouvoir. Elles peuvent pas. Ça reste beaucoup debout. Et le nouveau-né de moins de 15 jours, bien sûr que je peux essayer d'être plus créative, mais après, moi, je suis dans le physiologique, quoi. Ce que je veux, c'est pas les forcer, je veux pas les poser plus que ça. Je veux du naturel, je veux de l'intemporel. Donc, écoute, la créativité, c'est pas... aujourd'hui, je me sens pas une âme d'artiste et je cherche pas la créativité à tout prix. Je cherche à faire des belles images que les gens, ils prendront plaisir à regarder pendant longtemps. C'est des situations qui se répètent en fait et c'est dur de se renouveler en permanence sur ce genre de situation, c'est ça que tu veux dire ? Oui, alors après, il y a aussi le fait qu'il y a un moment pour faire tourner une activité, tu sais, tu dois quand même faire un certain nombre de séances. Je distingue vraiment plusieurs types de photographes. Je pense qu'il y a ceux qui, dans mon domaine en tout cas, qui travaillent de chez eux, qui n'ont pas de charge, qui n'ont rien et qui ont le temps à la fois de regarder ce qui se fait ailleurs et de tester des nouvelles choses. Et puis après, tu as les gens comme moi qui voient la photographie aussi comme une façon de faire de l'argent. C'est un business, on ne va pas se leurrer. Moi, j'en ai besoin pour manger. Il faut l'assumer. Hein, parce que c'est le côté que tout le monde a le plus de mal à assumer. Mais la réalité, c'est que si tu ne gagnes pas ta vie... il n'y a pas d'image. Hein. Moi, si je ne gagne pas ma vie, il n'y a plus de studio. Je vais envoyer mes CV, je vais retourner bosser dans le privé. Et voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai un loyer à payer. J'ai racheté mon studio. Tout le monde le sait. J'ai 150 mètres carrés, je suis aux portes de Paris. Voilà, il n'y a pas. J'ai 2 collaboratrices. Aujourd'hui, si je veux que ça tourne, il faut que je fasse des séances. Et après, ce que j'essaye, c'est toujours de rentrer en séance en me disant, va chercher quelque chose. Un truc, même si c'est que la position du bébé qui n'est pas la même, ou les mains des parents. Mais toujours essayer d'aller trouver une image qui soit un peu différente de ce que j'ai fait la fois d'avant. Mais après, tu n'en as pas toujours l'opportunité non plus. Donc, moi, je fais du mieux que je peux. Moi, l'essentiel, c'est d'avoir un résultat propre et qui plaît au client. Et puis après, exactement. Tu peux jouer sur certains aspects de temps en temps, mais pas tout le temps, quoi. C'est ça. En fait, je pense que tu as... moi, je me rappelle, il y avait Claude Fougerolles qui était venu... Je l'avais fait venir en stage parce que j'essaye toujours de faire mieux. Et c'était il y a peut-être 6 ans ou 7 ans. On l'avait fait venir avec Agnès au studio pour qu'il nous aide un peu. Je ne comprenais pas encore exactement la lumière à ce moment-là. Et Claude, je me rappellerai toute ma vie, il m'avait dit, mais Mélie, c'est pas possible, tes photos, il n'y a aucun modelage, c'est plat. Ça ne peut pas marcher. Et je me disais, mais le problème, Claude, c'est que ça marche. Parce que même si toi, grand pape de la lumière, voilà, même si toi, ça te plaît pas, le problème, c'est que des clients, déjà à ce moment-là, j'en avais bien plus que j'étais capable d'en recevoir. Et je lui ai dit, en fait, moi, je distingue 2 choses. Je veux être une bonne photographe et je veux être reconnue par mes pairs. Je veux dire, c'est important, je pense, pour son ego et voilà. Mais après, il y a une chose qui ne trompe pas, c'est est-ce que les clients, ils sont au rendez-vous ou pas ? Et moi, aujourd'hui, c'est clair. Ce qui m'intéresse, c'est que les clients, ils soient là et que les images, elles leur plaisent. C'est mieux. Oui. C'est beaucoup mieux. Non, mais ça me rappelle quelque chose, tu vois, c'est tout bête. Quand j'ai commencé à faire du reportage, j'avais toujours un flash sur l'appareil photo.
Et avec le temps et avec la découverte de plein de techniques et de trucs comme ça, tu commences à déporter ton flash ailleurs. Et il se trouve en fait que j'en ai eu un moment un peu marre d'avoir toujours cette lumière frontale qui éclaire de façon bien uniforme les gens. Et tu as toujours, s'il y a quelqu'un au premier plan, et ça c'est un de mes vrais tics visuels, c'est de toujours avoir quelqu'un en très gros devant. Et quand tu as le flash sur l'appareil photo, ça peut être très emmerdant parce que du coup, lui, il est cramé, la personne derrière, elle n'est pas assez éclairée, tu passes des heures à rattraper ça. Et donc, j'ai pris le pli d'avoir un flash à la main plutôt avec un déclencheur sur l'appareil photo. Et ben, moi, je préfère ça, mais j'ai des clients qui n'aiment pas, enfin, qui préféraient avant, en fait. Donc, j'ai des clients avec lesquels je sais que je joue pas à ça parce que, voilà, et je trouve ça super plat, mais en même temps, ça leur va. Mais oui. Et tout le monde n'a pas le regard du photographe. Mais en fait. c'est ça. Et en fait, alors il y a peut-être une question d'éduquer les clients. Hein. Moi, j'entends tout. Mais après, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, moi, je force pas les clients à venir chez moi. Je présente beaucoup d'images. Si tu vas sur mon site, sur une séance, je présente quasiment une vingtaine d'images à chaque truc présenté. Les clients, je leur mens pas. Ils savent ce qu'ils viennent chercher chez moi. Le fait est qu'aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui plaisent. Et que bon, il n'y a pas de modelage. J'écrase un peu. Ouais, mais le souvenir de leur bébé, ça les dérange pas qu'ils soient comme ça. Ça leur va. Bah oui. Ouais, non, mais c'est tout à fait. Surtout à une époque où tout le monde est photographe, en fait, on s'est aussi habitué des fois à des images plus normales entre guillemets et moins élaborées sur certains aspects. Et ça peut justement jouer. Moi, je sais que les 2 images qui m'ont le plus formé, c'est 2 photos ratées. Bizarrement, c'est 2 photos de mon enfance. C'est 2 photos où tu as un premier plan qui est complètement foiré. Mais du coup, pour moi, une photo souvenir, c'est ça. Oui, mais de toute façon, même pour les gens, tu sais, une photo que toi, photographe, tu vas avoir ratée, pour eux, ça peut être... Moi, je suis toujours étonnée des sélections de mes clients. Ouais. Il y a des fois, on en laisse en se disant, bon, elle n'est pas folle celle-ci, mais bon, il se passe un truc. Et en fait, tu te rends compte que les sélections des clients ne sont absolument pas les photos que moi, j'aurais retenues pour mettre sur mon blog. Et quand tu regardes même dans tes galeries, des fois, moi j'ai vu ça l'autre jour, j'étais sur le cul. Tu sais, tu as toujours des photos où tu as foiré ta mise au point, mais bon, ça, artistiquement, ça passe, c'est mignon et tout, et c'est toujours la photo préférée de la cliente. Oui. Alors qu'au départ, c'est une photo où tu t'es complètement raté. Et ta mise au point, elle n'est pas bonne. Et des fois, elle est 10 mètres derrière et tu vois juste un demi-visage et tout. Mais eux, ils adorent ça et parce qu'on les voit flous et qu'ils estiment que c'est de l'art ou des trucs comme ça. C'est ça qui est dément des fois. Tu te poses des questions, mais au final, il y a un vrai... Enfin, la photo, en tout cas, c'est plus ce que c'était à l'époque où c'était rare. Ouais. Aujourd'hui, c'est très courant. Et du coup, peut-être que ça a évolué aussi de ce côté-là. Si je te demande ce qui te fait déclencher... Ce qui me fait déclencher. Écoute, je déclenche beaucoup. Je suis pas, tu vois, la photographe qui va ressortir. Souvent, d'ailleurs, je le dis à mes collaboratrices, je leur dis non, mais c'est pas possible, je peux pas sortir d'une séance grossesse avec 400 photos. J'en ferai que 200, je pense que j'aurai exactement le même résultat. Après, je pense que j'ai le besoin de me rassurer et de me dire que j'en ai beaucoup. C'est déjà, voilà. Mais après, je veux dire, je fais ça depuis 13-14 ans. Je sais gérer. Même, je pense que quand bien même j'en aurais 80, j'aurais le même résultat. Mais il y a un côté rassurant. Mais j'ai pas un truc qui me fait déclencher. Je suis pas. Il n'y a pas un clic, c'est vraiment tu vas quoi. J'y vais. Attends, je suscite des choses. Ouais. Je parle beaucoup avec mes clients. En fait, je déclenche en parlant. Et je pense à des moments où même eux, ils se disent pas que je vais déclencher parce que j'essaye. Le studio, ça a quand même une particularité, c'est que c'est extrêmement compliqué de réussir à mettre les gens à l'aise. Donc, je leur explique toujours qu'en début de séance, c'est un peu plus difficile et que petit à petit, ils vont se détendre, ils vont se sentir mieux. Et c'est pour ça aussi qu'au début, j'ai tendance un peu à déclencher beaucoup et tout le temps, je parle, je leur explique les mouvements, ils bougent, voilà. Tu les habitues. Oui, je les habitue en fait déjà à se dire qu'ils sont devant l'objectif et qu'il va se passer un truc. Et après, je déclenche, je fais toutes les choses par habitude. C'est vrai que chez moi, s'il y a bien une chose, c'est que je suis plus... c'est tout se fait à l'instinct. Je le fais, je déroule. J'ai plus de réflexion, moi. T'es à l'aise, en fait, dans ton environnement. Ah, mais dans mon environnement, complètement. La technique, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié. Même les flashs, il y a des fois, je sors de ma séance en me disant, mais est-ce que tu t'es occupé de comment étaient réglés tes flashs ? Et en fait, à chaque fois, ça roule parce que c'est instinctif. Mais c'est constant aussi, quoi. Ah oui, ouais, mes collaboratrices, elles pourraient te le dire. Moi, je suis hyper propre. De toute façon, je suis quelqu'un qui est hyper propre et carré, on le sait. Enfin, ça se voit, je pense. Mais à la prise de vue,
Mais chez moi, il n'y a quasiment pas de retouche de fond. Je vais toujours me bouger pour faire en sorte que les images elles soient le plus nickel possible. C'est ce qui est un des secrets d'être rentable, je pense. C'est exactement. Capable de faire des photos propres dès le départ et de ne pas passer 6 heures à assombrir ou à éclaircir un fond. Nous, on a un business plan. Quand j'en parle, et d'ailleurs, j'ose même plus en parler. Je ne sais pas si je devrais en parler là, mais moi, le traitement d'une séance grossesse, nous, au studio, je passe 1 heure, 1 heure et demie avec la cliente. Il y a 45 minutes de traitement derrière. Alors attention, après, on a un parti pris qui est très naturel. Ouais. C'est-à-dire que moi, la cliente n'est pas lisse. Il y a un petit lissage de peau gentil, histoire de dire que quand même, on a sublimé un peu la femme. Mais il y a une retouche peau qui est très légère. Moi, je prône le naturel et ça, je le maintiens et mes clients le savent. Et donc, nous, en 45 minutes, sans avoir bâclé le travail, et pour 40, 50 images, parce qu'il n'y a pas de retouche de fond. Je me bouge tout le temps. Tu prêches un convaincu. Hein. Moi, je reste persuadé que si ton expo est bonne au départ, oui. t'as 100 fois moins. C'est pour ça que je te disais, tu vois, j'ai pris l'habitude d'avoir le flash à la main pour plus avoir ce premier plan qui, chez moi, est très fréquent. Totalement cramé, et parce que ça, par contre, tu vois, quand tu dois refaire ça, que tu as 400, 500 photos à retoucher et que sur 50 ou 100 tu l'as, et que tu dois assombrir, et puis c'est toujours un jeu d'équilibre parce que des fois ils sont très très cramés, donc à toi de trouver comment le refaire proprement. C'est la différence entre 3 heures de retouche et une journée, quoi. Non, mais de toute façon, moi, j'ai un souci constant de rentabilité. C'est vrai qu'après, je suis un peu décriée, hein, je suis complètement lucide, mais même parce que tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai une grosse force de travail. Tous ceux qui me connaissent le savent. Moi, le week-end, j'ouvre souvent le week-end et je peux faire 5 séances, donc je bloque toujours 2 heures par client, même si la séance dure qu'1 heure, je bloque toujours 2 heures pour tout nettoyer et tout cleaner. Mais le week-end, je peux travailler samedi, dimanche et avoir 5 séances le samedi, 5 séances le dimanche. Ça ne me pose aucun problème et j'en suis même pas fatiguée. Hein, mais ça fait du bien d'entendre quelqu'un parler aussi de rentabilité. On l'oublie, même moi qui ai pris cette espèce de parti de dire on va apprendre à faire des plus belles photos. Encore une fois, si tu gagnes pas d'argent, tes photos, tu payes pas ton appareil, tu payes pas ton ordi, tu payes pas ton matos, tu payes pas tes objectifs. Oui, puis tu payes pas ton plaisir aussi. Ouais. Parce qu'en fait, moi, mon plaisir aujourd'hui, et je vais pas le cacher, c'est de rentrer dans mon studio qui est entièrement décoré comme j'ai envie, avec les meubles qui me font plaisir. Tu t'es fait un univers à toi, quoi. Bah oui, et puis tu sais quoi, mes clients aujourd'hui, s'ils signent encore chez moi, parce que moi, j'ai pas de soucis, là, l'agenda, il est complet pour les semaines à venir. C'est aussi parce que justement ce studio qui m'a fait plaisir et que j'ai pu financer parce que j'avais une rentabilité qui était correcte, c'est aussi mon avantage concurrentiel aujourd'hui et c'est ce qui fait que les clients y viennent. Ouais. Donc tout ça c'est un cheminement et ça va ensemble et c'est le succès. C'est une expérience. Oui, c'est. Alors je sais pas si moi je leur fais vivre une expérience, tu vois, j'ai pas cette prétention là de me dire le moment passé avec moi ils vont s'en souvenir longtemps. Par contre je pense que le fait d'arriver au studio, de se retrouver devant le dressing complet pour les femmes enceintes, de pouvoir choisir, tu vois, d'avoir la latitude de se dire moi je veux plutôt tel style ou tel style et qu'est-ce que vous avez comme tenue si on veut faire ça. Là il y a de l'expérience, tu vois, avec une petite mise en beauté. Voilà, et je pense que ça, c'est lié au fait que, vu que je suis rentable et largement rentable, je peux me permettre de me faire plaisir. Donc, je me fais plaisir, moi, dans les images que je réalise parce que mes tenues, elles sont cool. Et je fais plaisir à mes clients. Et vu que je fais plaisir à mes clients, j'ai d'autres clients et c'est un cercle vertueux. C'est une bonne chose. Tu parlais du regard des gens tout à l'heure qui peuvent avoir sur eux-mêmes, les mettre à l'aise, ce genre de choses. Mais une question que je me pose qui est peut-être idiote, c'est peut-être une question de bonhomme, hein, mais comment tu gères le regard qu'une femme enceinte peut avoir sur elle-même ? Puisque tu m'enlèveras pas de l'esprit qu'en temps normal, et c'est une des grosses raisons pour lesquelles je pense que beaucoup de photographes ne s'approchent pas du studio, ça peut être compliqué de gérer le regard des gens sur eux-mêmes. Quand tu fais un portrait, réellement, il faut assumer que tu as fait un portrait posé avec un résultat. Quand tu es dans le reportage, tu peux toujours dire non, c'est du reportage, c'est comme ça, c'est du réel et tout. Quand c'est le portrait, c'est posé, tu as dirigé, tu n'as pas d'excuses par rapport au regard que les gens peuvent avoir. Comment ça se gère un regard de femme enceinte sur elle-même ? Ça se gère bien. En fait, je vais être totalement honnête avec toi. Hein. Je me dis que si je me suis assise ici, c'est pour l'être. Je me pose absolument pas ce type de questions. En fait, je prends le temps au début de la séance de parler avec mes femmes enceintes. Je leur demande si elles ont des complexes. Parce que, tu vois, elles sont quand même capables de verbaliser certaines choses. Celui qui revient le plus souvent, c'est les bras et le double menton. Donc, tu vois, une fois que j'ai ça et que je sais
De toute façon, les problèmes, on va dire, les complexes sont les mêmes pour toutes les femmes enceintes, donc j'ai pas trop de près. Mais voilà, en fait, j'en fais pas état. C'est-à-dire que je me pose pas. Je me dis qu'une femme qui décide de venir en studio pour se faire des photos, ça veut dire qu'elle accepte de base de se voir. J'ai jamais de soucis. Alors, je sais pas si c'est lié à ma personnalité, c'est-à-dire que je suis quand même un peu speed et je les emmène là où j'ai envie, et les images que je fais sont aussi là pour les sublimer. Attention, hein, la lumière, bon, quand j'ai fait venir Claude Fougerolles, je la comprenais pas trop. Aujourd'hui, j'ai plus de soucis. La lumière, je la vois bien et je la lis parfaitement bien. Donc, je pense que j'arrive à avoir un rendu qui est tel que moi, tu vois, j'ai encore envoyé une galerie tout à l'heure. La maman, elle m'a renvoyé un truc en me disant c'est magnifique, c'est même pas moi, j'y crois pas. Bah si, mais parce qu'en fait, il y a un moment, quand tu comprends ce qui fonctionne, bon, tu vois, on parle de créativité. Et des fois, il ne faut pas chercher à être créatif. Il faut chercher à faire ce que les gens ont envie d'avoir. Et moi, en grossesse notamment, il y a des types d'éclairage qui fonctionnent bien. Et je sais que la maman, même si elle est un peu forte, même si elle a un regard sur elle qui est un peu dur à cette période de la vie, non mais ça marche, mais du feu de Dieu, tu vois, elles sont heureuses. Voilà. Et moi, je déroule. Oui, des fois, il ne faut pas surréfléchir le truc non plus, quoi. Je réfléchis pas beaucoup, en fait. Non, sur mes images, je sais ce qui marche. Maintenant, j'ai l'expérience et la chance d'avoir ça. Et c'est vrai que j'ai tendance à me conforter un peu sur les images que je sais faire, quoi, qui fonctionnent. Alors justement, sur le côté studio et le côté plus technique et peut-être ce que tu maîtrises déjà bien, il y a forcément un aspect plus technique à la photographie de studio que par exemple à du reportage ou des choses comme ça. La première chose que moi j'ai remarqué en allant sur ton site et sur ton Instagram, surtout ça ressort énormément sur ton Instagram, c'est le côté des couleurs assez harmonieuses et les photos se répondent entre elles. En fait, tu es toujours sur les mêmes teintes de couleurs. C'est lié à quoi ? C'est des choix, c'est toi qui fournis les tenues, tu donnes des instructions spécifiques aux gens ? Alors, en fait, je vais t'expliquer. Ce qui s'est passé, c'est, tu vois, je le disais tout à l'heure, j'ai passé 10-11 ans à me chercher. Et c'est vrai qu'en fait, avec toute la crise Covid, j'ai eu du temps, hein, comme tout le monde. J'ai passé du temps chez moi à me demander où j'allais, ce que j'allais faire et si ça allait repartir. Et en fait, ce temps que j'ai mis à profit m'a permis de réfléchir un peu à la stratégie vers laquelle j'avais envie de tendre. Et quand je parlais avec Agnès Colombo, à chaque fois, elle me disait, c'est dommage parce qu'en fait, les seules photos de toi qui sont belles, bon, ça c'est notre principe de transparence totale, elle me disait, les seules photos de toi qui sont belles sont celles qui sont en blanc. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'en plus de les trouver belles, c'est quasiment les seules que je prends plaisir à faire. Et à ce moment-là, j'ai eu une réflexion et j'ai décidé de faire quelque chose. Mais tu m'aurais dit ça, hein, qu'un jour je procéderais ainsi, je t'aurais jamais cru. En fait, j'ai viré absolument l'ensemble des images que j'avais sur fond foncé. J'ai vidé mon Instagram. J'ai dit à Agnès, on refait le site, on prend que les photos blanches. Et en fait, c'est simple, c'est le cercle chromatique. Hein. J'ai décidé qu'à partir de ce jour-là, je ne travaillais plus que sur des camailleux. Donc, je descends marron, orangé, beige, blanc. Grosso modo, l'avantage, c'est que c'est hyper esthétique parce que tout est harmonieux. Quand tu regardes mon Insta, en effet, c'est cool. Enfin, moi, je l'adore. Je suis la première le soir à le regarder. Je regarde mon feed et je me dis, Amélie, c'est génial. Enfin, c'est parfait pour les réseaux sociaux en plus. Mais parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es monomarque, entre guillemets. Oui. Mais tu n'as pas le droit de faire autre chose. Moi, je me fais tout le temps ouvrir en deux parce que je fais mariage et street sur la même page. Et quand j'ai des gens qui viennent voir la street, ils font ça et c'est quoi, pourquoi il y a du mariage ? Et quand j'ai des gens qui viennent voir le mariage, la plupart du temps, ils me disent pourquoi il y a de la street. Et de temps en temps, j'ai mon client parfait qui est un mélange des deux. Qui est, par contre, là, quand je tombe, et ça m'arrive de plus en plus souvent par contre maintenant, mais j'ai compris en fait quelles étaient les passerelles entre les deux. Mais c'est génial d'avoir cette capacité de rester sur quelque chose. Et du coup, ça t'amène les clients qui veulent ça en fait. Ah bien, mais moi je suis vraiment, pour moi c'est une stratégie de marque. On est dans le marketing le plus pur. Hein. Après moi c'est ce que je te disais, j'ai fait une école de commerce. Tout ce qui est marketing, ça n'a pas trop de secret pour moi. Et c'est vrai que là, je m'inscris dans une démarche qui est vraiment globale. Je couvre que la maternité. À la limite, c'est un business qui est bien parce que je vais m'adresser à la femme enceinte et puis une fois qu'elle va avoir eu son bébé, elle va venir me voir pour faire de la naissance et je vais aller jusqu'aux 9 mois, 1 an du bébé. Donc tu vois, en plus, en une année, le client, je le revois 3 fois, ce qui est quand même assez, en termes de rentabilité, de fidélisation, c'est génial. Et en plus, la chance que j'ai, c'est que ces clients-là, pour l'instant, ça fonctionne bien. Ils reviennent pour la 2e. Moi, j'ai des clients, on est à la 4e grossesse. Ouais. Ça fait 10 fois, 12 fois que je les vois. Après, t'as la petite
petite sœur, la cousine. Oui, c'est ça. En fait, il m'envoie. Alors après, tu sais, j'ai compris une chose quand même, et ça, je le vivais déjà à l'époque où je faisais du mariage, c'est qu'en général, les gens aiment pas forcément aller vers ceux qu'on leur a recommandés. Tu sais, ils aiment bien se faire leur propre idée et trouver leur propre photographe star. Enfin, voilà. Mais après, j'ai des familles parisiennes où je sais que, où en fait, même les mamans, elles offrent à leur belle-sœur, une fois qu'elles ont trouvé le filon et qu'avec moi ça s'est bien passé, elles offrent la séance à la belle-sœur, à la sœur, à leur meilleure amie, et en fait je me retrouve à connaître des familles entières. Le plus difficile en fait c'est d'arriver à signer. Moi j'ai réalisé ce que tu viens de dire, que les gens ne prennent pas qui on leur recommande, mais par contre ils prennent qui ils ont choisi, et si tu arrives, comme je fais que de l'événement, là en ce moment j'ai pas mal, j'ai fait une bar mitzvah c'est une bat mitzvah de la fille d'une amie, et je me suis retrouvé en fait, c'était une vieille amie d'un groupe que j'ai pas vu depuis des années, et du coup en fait j'ai renoué avec ce groupe là et je les enchaîne en ce moment, mais pas parce qu'elle m'a recommandé, parce que tout le monde m'a vu et j'ai réussi à plus ou moins leur insérer dans la tête qu'ils pouvaient me choisir. Et du coup, en fait, c'est plus une recommandation, c'est plus ça, c'est juste que c'est leur choix à eux. Je retrouve exactement ça dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si elle disait, t'as qu'à prendre Julien, ça marcherait pas. Ça marche pas. Mais comme quelque part, j'ai réussi, ils ont aimé mon boulot, et deux, j'ai réussi à leur glisser dans la tête, ton gamin, il fait sa bar mitzvah bientôt, peut-être truc. En fait, ils ont l'impression que c'est leur choix à eux. La recommandation marche moins bien que le fait de... En fait, moi, je suis devenue la photographe de la famille au sens élargi. Et en fait, je te jure, j'ai des familles, mais tous les enfants passent chez moi. Mais moi, j'adore ça. Parce qu'en plus, c'est génial de les revoir. Et puis, je sens la confiance qu'elle me porte dans la réalisation de ces souvenirs-là. Donc, moi, j'adore. C'est cool. D'accord. Non, mais c'est assez rigolo parce que vraiment, ça m'a parlé ce que tu viens de dire. Les deux questions suivantes se répondent l'une l'autre, en fait. La question, c'est comment est-ce qu'on se détache en fait dans un domaine comme le tien des autres photographes, parce que j'imagine, tu dis tu as une formule qui fonctionne, mais j'imagine aussi que les parents ils arrivent dans ce genre de spécialité avec une idée assez arrêtée de ce qu'ils veulent comme résultat. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la photo de grossesse, la photo d'enfant, c'est relativement codifié. En tout cas, il y a des effets de mode. Et forcément, j'imagine que les gens arrivent chez toi avec une idée assez précise de ce qu'ils vont obtenir comme résultat. La question, c'est comment est-ce que finalement, toi, tu arrives à te différencier ? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à convaincre les gens de venir plutôt vers toi ? Alors, en fait, pour moi, il y a vraiment deux questions dans ce que tu viens de me dire, de m'énoncer. La première, c'est comment je me différencie ? Bon, déjà, le fait d'avoir une stratégie de blanc, d'intemporel et de simplicité, parce que je suis vraiment dans la simplicité. Mon créneau, c'est la simplicité. En fait, j'ai une vraie marque, ne serait-ce que tarifaire. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis en formule unique. Aujourd'hui, je le dis, je suis à 550 €. Les clients, quand ils m'appellent en me disant quels sont vos tarifs, c'est facile, c'est 550 €. Ouais. Tarif unique, c'est pareil pour tout le monde. Et peu importe que tu viennes faire de la grossesse, du nouveau-né, du grand bébé, j'ai un tarif. D'accord. Donc déjà, ça me distingue. Après, ce qui me distingue, c'est que j'ai une façon de fonctionner et que j'ai un process business qui est tel que voilà, oui, j'ai des collaboratrices, je le dis, c'est elles qui assurent le post-traitement, on est très rapide, je suis très appliquée à la prise de vue, donc c'est ce que je te disais, on est à 45 minutes pour 50 photos, donc oui, je livre 40 photos. Le tarif, je sais qu'il est décrié, j'assume totalement ma position aujourd'hui sur ça. Nous, on a... En termes de marketing, j'ai toujours fait très attention à ma rentabilité horaire, etc., à ce que j'ai comme charge sur le studio, ce que j'ai comme amortissement, comme matériel, etc. Voilà, moi, je suis à une rentabilité qui est vraiment plus que correcte, malgré le salaire des collaboratrices. Et on arrive à avoir, avec ce tarif-là, à 550 €, 40 photos et un petit album souvenir, on arrive à avoir quelque chose qui est génial, parce que ça plaît aux clients. C'est une somme, mais... ils ont la sensation d'en avoir pour leur argent. Et ça, aujourd'hui, surtout dans une période de crise, tu vois, là, je trouve qu'on est vraiment sur une période qui est un peu charnière. C'est important d'avoir un tarif où tu sais que tu as investi. Parce que quand même, 550 €, je pense qu'on est tous d'accord, c'est un investissement. Ouais. Par contre, tu sais pourquoi tu as investi et tu n'as pas l'impression de t'être fait avoir. Et en fait, ça, pour moi, c'est important. Moi, aujourd'hui, si tu me dis... là, c'est pas la présidente de la FFPMI qui parle, c'est vraiment moi en tant que photographe. Aujourd'hui, moi, aller dépenser 350 ou 400 € avec 5 fichiers,
En fait, moi, personnellement, j'ai du mal. Tu vois, j'arrive pas à passer ce cap-là. Et pourtant, je fais chaque année une séance famille, donc avec mes enfants. Donc voilà. Et en fait, je me dis, j'ai juste envie, moi, de me sentir à l'aise avec mes tarifs. Et j'ai réfléchi à ce que moi, j'étais capable de mettre comme argent et à ce que j'avais envie de retrouver comme prestation derrière ça. Aujourd'hui, ce que je vends, c'est ce que je suis capable d'acheter. D'accord. Et moi, je pense que tous les photographes aujourd'hui devraient réfléchir comme ça et se dire, j'ai des amis qui font de la visualisation, qui ont des tarifs de prise de vue uniquement et après font de la vente de photos. Moi, je trouve que le système est génial et quand je les vois, ça me donne envie. Ils ont des paniers moyens qui sont bien plus élevés que le mien et je me dis, en effet, c'est ça la meilleure solution. Mais moi, ça colle pas avec ma position géographique. Moi, j'ai des clients, ils mettent 2 heures à venir chez moi. Je peux pas les faire revenir pour leur présenter les images. Je suis pas à l'aise avec la vente. Je vais pas encore embaucher une collaboratrice pour vendre mes images. Tu vois, je suis pas du tout dans cette démarche de vente. Est-ce que c'est des clients qui accepteraient de fonctionner comme ça, finalement ? Écoute, je vais pas te dire non, parce qu'en fait, il s'avère que partout en France, il y a des clients qui acceptent de fonctionner comme ça. Donc moi, je pense que la visualisation et la vente de produits additionnels, c'est un très bon système. Mais est-ce que c'est les mêmes ? Est-ce que tu réponds pas à un marché Moi, je réponds à un autre marché. J'ai toujours dit qu'en région parisienne, les clients, ils étaient un peu différents quand même de ce qu'on a en région. Et je le maintiens encore aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a des photographes ici qui sont capables de faire de la visualisation et de vendre uniquement en vente additionnelle. Donc, voilà. Donc ça, c'est la partie comment je me démarque. Je pense qu'il y a à la fois le type d'image et il y a la politique tarifaire. Et après, ta deuxième question, c'était... Et la deuxième, c'est que on est dans un domaine qui est relativement codifié, en tout cas très à la mode, et avec des idées assez précises. Et comment est-ce que tu gères les parents qui arrivent avec une idée préconçue de ce qu'ils doivent avoir ? Alors en fait, je suis pas tellement d'accord sur le fait qu'on est dans une époque où les gens savent exactement ce qu'ils veulent. Moi, j'ai plutôt... Alors, après, tu sais, c'est toujours pareil. Je pense que chacun a ça. J'ai dit qu'ils ont une idée de ce qu'ils veulent. Ils ont une idée. Non, moi, ils en ont pas vraiment. J'ai une typologie de clients qui est... Enfin, moi, j'adore mes clients parce que déjà, ils me ressemblent. Donc, quand on arrive à se comprendre. Et ils arrivent pas... J'ai très peu de clients qui arrivent avec des modèles en me disant, nous, on voudrait ça. Ou au pire, ce sont les miens. Enfin, tu vois, ce sont mes images, donc c'est plutôt confortable. Facile, Mais en fait, j'ai des clients, peut-être que c'est ce que j'inspire aussi, parce que je l'ai toujours dit, je pense qu'il y a un vrai problème chez les photographes aujourd'hui, c'est le manque de confiance en eux. Enfin, surtout chez les jeunes. Moi, je le note à chaque fois que je vais en région ou que je fais des réunions sur la FFPMI Île-de-France. Je trouve que les gens ont clairement pas suffisamment confiance en eux. Et je le dis tout le temps, à la limite, si vous n'avez pas confiance en vous, bon, que vous le sachiez, c'est une chose, mais devant les clients, faites comme si. Parce qu'en fait, c'est ça la clé du succès. Moi, quand je suis devant mes clients, même si j'ai un petit moment de doute, jamais le client va percevoir que je suis en doute. Parce qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là où il reprend le lead et il veut, tu vois. C'est là que tu te fais manger. Bah oui, tu te fais manger. Alors que moi, en fait, le client, je pense qu'il se dit tout le temps que je sais où je vais, que je sais ce que je vais faire et que je sais comment je vais le faire. Et il n'y a pas de surprise. Donc, tu vois, ils se laissent porter avec moi et ils vivent l'expérience que je leur fais vivre. Et en général, enfin, on va dire 99% des cas, les clients chez moi, ils sont hyper contents et ça roule, quoi. C'est une phrase que j'aime bien, qui est malheureusement très souvent mal interprétée, c'est « fake it till you make it ». J'adore cette phrase, il faut la comprendre. C'est pas ce qu'on comprend au premier abord. C'est-à-dire que c'est pas t'as zéro expérience, tu sais pas quoi faire et tu fais semblant. T'as quand même un minimum de compétences. Il faut juste y aller, se dire bon, je vais le faire fonctionner. C'est ça, faut y aller. C'est comme ça que j'ai démarré. J'ai eu des échecs mémorables. Comme ça, il faudrait que je fasse un jour un épisode sur les échecs parce que franchement, c'était j'en ai 4 gros échecs. Mais par contre, à chaque fois, j'ai appris quelque chose et j'en suis sorti grandi. Et finalement, tu as l'impression des fois que tu vas te faire dégommer si tu te plantes. Je peux en raconter un rapidement, mais un des premiers jobs que j'ai eu en tant que photographe, je photographiais des lunettes de soleil. Donc tu vois le désastre arriver quand tu n'as pas la capacité technique de le faire et que tu sais pas. Et en fait, je photographiais des lunettes qui étaient roses. Évidemment, au rendu, elles n'étaient pas roses parce que je ne savais pas comment faire. Mais ce qui était bien, c'est que j'étais à un prix qui était risible. La dame qui m'a engagé savait très bien qui elle engageait. Et du coup, en fait, elle a pris sur elle de me forcer à faire le boulot correctement. Ce qui fait que je l'ai refait 3 fois, ce job. Par contre, au bout de la 3e fois, je savais le faire. Bah, c'est ça. Et c'est comme ça que tu sors gagnant. Il y a un moment, il faut juste aller de l'avant. Et tu te dis, et c'est là aussi que j'ai appris, je le savais déjà, mais j'ai appris ça, c'est de dire, pas pardon, de dire, OK, comment on arrange les choses. Et en fait, la plupart des gens, quand tu réagis comme ça, sont ouverts à une discussion.
Alors là, je ne sais pas si c'est un terrain sur lequel il faut qu'on rentre, mais moi, je suis, c'est ce que je dis toujours, il faut savoir admettre l'échec ou le semi-échec, mais être capable d'en parler. Moi, je suis quelqu'un qui verbalise tout le temps. Alors, je sais que c'est fatigant pour les gens qui bossent avec moi, mais je ne veux pas de conflit, parce que je trouve que quand on arrive au stade du conflit, c'est compliqué. Ouais. J'essaye toujours, dès que je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de poser les mots et de se dire, OK, là, ça ne va pas. Et avec mes clients, c'est pareil. Si ça va pas, si j'y arrive pas, ou si même eux, ils rendent pas, tu vois, je vais le dire en fait, parce que je me dis la meilleure moyen d'emmener les gens vers quelque chose qui correspond mieux à ce qu'ils vont chercher, c'est de leur dire, bah là, on n'est pas exactement à l'endroit où on devrait être, donc on va changer ou on va changer de tenue, tu vois, j'ai pas de mal à dire, bah vous êtes arrivé avec des tenues, parce que souvent t'as des gens qui arrivent avec des tenues qui leur tiennent à cœur, tu vois, et sauf que moi je sais que ça matche pas avec eux, ça matche pas avec le teint de peau, avec la couleur des cheveux, et en fait j'ai pas de mal à tout arrêter et à dire, OK, stop. En fait, là, ce que je vais vous livrer, si on reste comme ça n'ira pas, ça va pas vous plaire. Donc, on va dans le dressing, même si c'est pas forcément adapté, mais on va chercher autre chose. On essaye d'écrire une autre histoire parce que celle-ci, je sais que c'est pas celle que vous voulez. C'est communiquer, quoi. Ouais, mais c'est hyper important, mais dans tous les domaines. Oui, c'est ce qu'on oublie souvent quand on fait de la photo, même en rue, en photo de rue. Quand tu commences, tu fais des photos de tout et n'importe quoi, des chiens qui passent dans la rue, des machins. À un moment, tu te rends compte en fait que si tu parles aux gens, t'as tellement plus de choses et tu le trouves partout, dans les mariages, dans les portraits, dans la rue, dans tout ce que tu vas faire. Le simple fait de discuter, ça t'ouvre des perspectives. Ça, c'est une des plus grandes leçons de ma vie. C'était une belle-mère très chiante dans un mariage. Et au départ, comme tout le monde, ça fait chier la vieille. Ouais, tu te braques. Tu te braques. Et à un moment, en fait, j'ai percuté que si je me servais d'elle, pas dans le sens mauvais du terme, mais en fait, elle ne demandait qu'à me parler. C'est ça. Et je me suis dit, si j'accepte de lui parler, je peux avoir toutes les infos dont j'ai besoin. Et elle peut vraiment me faciliter la vie. Alors, à un coût, d'accord, qui est que tu fais un compromis avec elle. Mais n'empêche que tout ce qu'elle peut t'apprendre, tout ce qu'elle peut te donner comme infos qui vont te faciliter la vie derrière, c'est inestimable, en fait. Et parler aux gens et discuter et communiquer, finalement, c'est le cœur d'une bonne photo. Ouais, c'est le cœur de tout, en fait. De oui. Tout dans la vie. Ouais. Non, mais sinon, on fait qu'un truc technique basique, et puis on n'est que des techniciens, et puis voilà, on est remplaçable, en fait. Non, puis en plus, en photo, d'autant plus, dans mon domaine à moi, aujourd'hui, s'il n'y a pas de communication, si je fais juste se poser les gens sur la chaise, il ne se passe rien. Tu vois, c'est la base de toutes mes images, la communication, surtout avec les enfants. Quand tu as des enfants d'1 an, ma communication avec eux, elle est très basique. Je chante, je crie. C'était ma question suivante, t'as anticipé. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne s'imaginent pas à quoi je ressemble dans une séance grand bébé au studio, parce que c'est risible. Heureusement, le ridicule tue pas, parce que je pense que les parents me regardent en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais parce qu'à un moment, tu veux attirer l'attention, tu veux qu'il se passe un truc, tu veux que le môme il soit heureux. Eh ben t'y vas, quoi, tu vois, faut donner de ta personne. Alors je suis pas ma copine Agnès qui est un vrai clown. Moi je le fais à ma manière et comme du mieux que je peux. Mais aujourd'hui c'est clair, une séance grand bébé ça dure 45 minutes, mais tu fais tout ce que tu peux. Des bruitages, le chien, le chat, la poule, je chante. À quoi réagissent les enfants quand t'as des enfants, t'as une petite idée, mais on oublie vite par contre ça. Oui. Mais effectivement, quand j'ai des gosses, je redeviens un gosse en fait. Quand j'ai des gamins à photographier, je pars du principe que j'ai leur âge. C'est la meilleure solution. En plus, tu sais quoi, ils te le rendent bien. Ouais. Parce qu'au final, quand tu les vois heureux, alors qu'ils étaient un peu stress de se retrouver là tout seul sur le grand tapis, et qu'au final, si tu veux, j'essaye même maintenant de me détacher le regard. Donc moi, je shoote avec un R6 sur l'arrière du boîtier. Je n'utilise pas le ton. Mais en fait, j'essaye même de même plus regarder ce que je fais, de boîtier, de mettre le collimateur sur le bébé et de plus trop bouger pour qu'en fait, il me voit. Parce que le fait d'avoir un contact visuel entre nous deux et de jouer, de crier, tout ça, ça fait que je suscite des choses chez eux qui sont dingues. Que même les parents qui sont en train de s'énerver à côté, à crier aussi et tout, n'arrivent plus. Donc, ça, c'est un des grands trucs de la paternité, de la maternité, moi je trouve, c'est qu'on passe 1 an à leur apprendre à marcher, à parler. Et tout le reste, à leur dire de se taire et de s'asseoir. C'est ça, exactement. Et c'est une connerie, mais monumentale, parce qu'en fait, j'ai un petit garçon qui est très, très colérique. Et au départ, je réagissais comme tous les papas, c'est-à-dire que je m'énervais. Alors que c'est l'inverse. Et c'est tout à fait l'inverse, en fait. Et là, hier, il m'en a fait une merveilleuse, comme ça, une colère, mais d'un niveau qui a duré 40 minutes. Et en fait, pendant 40 minutes, je suis resté là, je prenais des coups.
Je me faisais crier dessus et je souriais et trucs. Et on a fini par trouver un terrain d'entente sur les rototos. Voilà. Donc, tu vois. En plus, tu n'as pas fini parce qu'avec les garçons, tu verras, même à l'adolescence, c'est pareil. Ouais, ça continue. Ouais. De toute façon, même à 46 ans, ça me fait toujours marrer. Donc, comme quoi, c'est universel. Non, mais c'est pour dire que c'est vrai que des fois, les enfants, on a tendance à oublier que ils n'ont pas notre recul. C'est ça. Que se mettre à leur niveau, finalement, c'est. C'est ce qui marche le mieux. Mais tu sais, il faut se mettre au niveau des gens que tu as en face de toi. Donc, moi, même mes femmes enceintes, je ne me comporte pas avec toutes les femmes enceintes de la même manière. T'en as qui ont besoin d'être rassurées tout le temps. Et puis, t'en as qui ont besoin d'être... il y a vraiment toute typologie. T'en as, c'est leur 5e grossesse, elles sont rodées. Ouais, elles sont, tu vois, elles sont rodées, elles savent exactement ce que c'est. Enfin, limite, t'es juste là pour appuyer sur le bouton. Et puis après, t'as les femmes enceintes mannequins. Enfin, t'as plein de typologies différentes. T'as plein de trucs, il faut juste s'adapter, mais du coup, il faut savoir à qui on a affaire. Et puis, du coup, il faut juste leur parler, quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'être spécialisée aujourd'hui, je trouve que ça me facilite la tâche. Parce que moi, j'ai qu'une seule cible, je la connais par cœur. J'anticipe toutes mes questions. C'était ma question suivante. C'était la spécialisation, justement. Qu'est-ce que ça t'apporte? Mais du coup, c'est vrai que c'est génial. Parce que Alors, attends, il n'y a pas que ça. Ça me facilite la tâche parce que ma cible, je la connais parfaitement. Enfin, après, mes 3 cibles, grossesse, nouveau-né et grand bébé, je les connais parfaitement. Je travaille que ça, c'est simple. Mais là où ça me facilite la tâche, c'est pour aller chercher mes clients. Tu vois, sur Internet, moi, en termes de référencement, ça fait 13 ans que je suis là, j'ai toujours le même site Internet, j'ai essayé d'avoir une stratégie digitale qui était assez cohérente, donc aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Concrètement, j'arrive à aller chercher mes clients sans doute mieux que d'autres parce que je suis ultra spécialisée, que mes mots-clés sont toujours les mêmes et que ça déroule. Tu as une cohérence aussi, même dans ton approche. C'est-à-dire, à un moment, j'étais sur ton site. Quand tu es photographe, tôt ou tard, tu te poses la question, tu te dis, et si je faisais grossesse, si je faisais bébé? En fait, en regardant, je me suis rendu compte que déjà, bébé, c'était différentes périodes avec différents regards. Donc, tu as la phase nouveau-né, tu as la phase éveil. C'est le même bébé, il a la même tête, à peu près. Même s'il a évolué entre les deux, mais dans un cas, il ne fait que dormir et dans l'autre, il ne fait que réveiller. Et alors, ça, c'est assez nouveau. Tu vois, les éveils, je les ai sortis il y a 4 mois. Parce qu'en fait, au départ, je m'étais dit non, nouveau-né. Parce que autant en nouveau-né, tu prends des petites positions mignonnes et tu vois, tu es assez fier de toi. Quand tu regardes tes images après, tu dis c'est sympa. Éveil, tu es sur du bébé qui a entre 6 et 12 semaines. Alors là, pour le coup, tu fais plus du tout ce que tu veux. Mais après coup, je me suis dit, c'est quand même dommage parce qu'il y a énormément de photographes qui privent les gens de souvenirs à cet âge-là, alors que ces gens-là, de fait, ils ont raté la séance nouveau-né parce qu'ils ne l'avaient pas anticipé. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même ultra frustrant pour ces gens-là. Moi, j'en avais qui arrivaient en me disant, mais vous êtes la 10e photographe que je contacte. Personne ne veut faire des photos d'un bébé... Qu'à 10 semaines. Et là, tu te dis, c'est une aberration. Pourquoi on fait ça? Donc, les parents, maintenant, je les préviens bien. Je leur dis, attention, on n'aura pas les petites poses mignonnes. Je vais utiliser le même contenant. Je vais vous proposer des tenues. On va avoir quelque chose de cohérent. Mais par contre, votre bébé, il sera réveillé et il fera ce qu'il veut. Il fera pas ce que je veux. Il fera ce qu'il veut. Et moi, je ferai ce que je peux. Et en fait, les gens, c'est toujours pareil. On rentre dans la communication. Si tu leur dis que ça va être des portraits de bébés réveillés. Ils ne s'attendent plus à des portraits de bébés endormis. Si tu leur dis que tu vas faire du mieux que tu peux, mais que c'est bébé qui va décider, eux, ils te disent évidemment que c'est bébé qui va décider. Et puis à la fin, je leur dis, et puis vous inquiétez pas, vous aurez plein de beaux portraits dans vos bras parce que c'est vraiment là-dessus que je mets l'accent. Et là, ils disent, d'accord, où est-ce qu'on signe? En fait, c'est ça qu'on veut. Et là, je me suis dit, banco. J'ai la sensation de faire moins de l'artistique. Par contre, sur ces séances-là, j'ai l'impression de faire beaucoup plus plaisir aux gens. Parce qu'en fait, on est très peu à le faire et que je remplis un besoin qui est énorme. C'est l'expérience et la communication. Exactement. Puis c'est même, je veux dire, quand tu fais du reportage ou des choses comme ça, c'est rarement la photo la plus belle esthétiquement qui évoque le plus de choses. C'est ça. Toi, tu as fait ton truc, ton award pour Fearless, t'es content. Et derrière, t'as la mariée qui te sort une photo où t'as 5 visages derrière et toi, tu t'arraches les cheveux, mais tu la mets parce que le moment, il est mignon et en fait, c'est sa photo préférée au final, quoi. On n'est pas dans la tête de nos clients, on ne s'imagine pas. Ils ne voient pas ce qu'on voit. Non. Toi, quand tu retouches ta photo, que tu es le nez dedans et que tu vois effectivement que tu n'as pas parfaitement nettoyé derrière sa tête et qu'il y a un petit quelqu'un qui dépasse derrière ou quoi, toi, tu t'en veux, t'es photographe, tu ne dois pas faire cette connerie-là. Et en fait, au final, la photo, elle marche quand même, en tout cas pour le client. Mais tu sais, je pense que tu as aussi l'appréciation que tu as de ta propre personne. Moi, je suis la première, c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez compliqué pour moi, c'est que j'ai envie d'avoir un vrai contrôle de mon image. En fait, j'aime assez peu... j'ai pas de problème avec moi-même, l'estime de soi et tout, ça va bien. Par contre, quand je me vois en photo, c'est extrêmement compliqué. Alors, j'y travaille,
j'essaye de faire des séances, tu vois, et justement, surtout de face, en fait. En fait, moi, j'ai une difficulté d'appréciation quand je me vois en photo. Et en effet, les photos de moi que je vais aimer peuvent être des photos complètement ratées parce qu'il y a une façon, tu vois, une expression que j'ai qui va me plaire en photo. Et en fait, c'est pour ça que je comprends les clients d'aimer parfois des photos que moi, j'aurais absolument pas retenues. Parce qu'en fait, je me dis, s'ils sont comme moi, s'ils ont un petit truc qu'ils aiment plus que, voilà, ben en fait, même si tout l'arrière-plan, il va pas, mais on s'en fiche. C'est l'appréciation que tu as de toi sur l'image qui est importante. Je vais aller plus loin que ça encore. Il y a quelques jours, donc la galerie que je viens de rendre, c'était une remise de Légion d'honneur. Et j'ai une photo, alors j'ai fait toutes les photos où on lui met la médaille, truc et tout, et j'ai la photo en fait au moment où elles se regardent toutes les deux, parce qu'évidemment la Légion d'honneur, tu choisis la personne qui te la remet, c'est quelqu'un qui a un sens, en l'occurrence pour cette cliente-là, c'était quelqu'un qui avait un sens pour elle. Et donc il y a ce regard entre les deux à la fin où elles se regardent, elles sont face à face, moi je suis sur le côté, je les prends en train de se regarder, sauf que j'ai raté ma mise au point. Et la photo, elle est légèrement, très subtilement floue, donc tu fais un petit coup de sharpen, tu fais ce qu'il faut pour que... Ouais, tu essayes de rattraper le coup. T'as beau dire, ta photo, elle est quand même légèrement... le flou, la mise au point, elle n'est pas tout à fait au bon endroit. Et c'est pas grand-chose, mais toi, tu le vois et tu pètes un câble. Sauf qu'en fait, là, ma cliente, elle a téléchargé 6 photos, parce que c'est pas une cliente qui télécharge 400 ou 500 photos d'un coup. Elle a pris les 6 photos qui lui plaisaient le plus pour illustrer son truc. Et celle-là, elle en fait partie. Et j'ai hésité à la mettre. Oui, mais en même temps, tu vois, la clientèle, c'est pas perceptible pour elle. Ton petit défaut de mise au point. Mais le moment, il est par hyper contre, beau. C'est ça qu'elle va retenir. Il y a le sourire, elles se regardent, elles se prennent dans les bras. Il y a un truc qui se passe. Et effectivement, je me suis un peu raté, mais au final, la photo, elle a du sens pour elle. Et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, les 2 photos qui ont éduqué mon regard à la photo, c'est 2 photos qui ont des défauts. Et au final, pour moi, un souvenir, c'est ça en fait. C'est une photo ratée presque. Ça devrait. Ouais, c'est celle qui te parle. Tu sais, moi, j'ai une photo de moi avec mes enfants quand je rentre de la maternité du 2e. Bon, j'étais photographe, mais à ce moment-là, c'était pas. J'ai une photo de moi avec mes 2 enfants. Il y en a pas un qui regarde. D'ailleurs, le petit, on le voit pas. On voit l'arrière de sa tête. Par contre, moi, je m'aime bien dessus, même si je ne regarde pas l'objectif non plus. Et au final, c'est cette photo-là qui traîne partout. Ouais. Et tu te dis, tu vois, pourtant, je serais allée chez un photographe, il ne me l'aurait pas fait. Ou s'il l'avait fait, il ne me l'aurait pas laissé. Il aurait fait une photo parfaite. Sans intérêt, quoi, tu vois. Et pour autant, c'est elle. Donc, comme quoi, il ne faut pas se poser de questions. Hein. Quand on finit la partie où on parle photo, justement, on parle d'une photo en particulier. Dans ton cas, on va parler d'une typologie de photo qui est la photo parfaite, celle où les gamins regardent dans l'objectif. Tous ceux qui ont essayé de faire une photo d'un gosse qui regardait dans l'objectif savent à quel point c'est compliqué. Tu te retrouves souvent avec les parents, avec le doudou au-dessus de ta tête, en train d'essayer d'attirer le regard. C'est quoi le secret ? Comment tu fais ? Parce que toi, tu en as beaucoup des photos comme ça. Ah, mais je te l'ai dit. En fait, il y en a 2 secrets. Non, mais attends, c'est hyper simple. Le premier, c'est tu déclenches. Surtout avec les 8-9 mois, là, t'y vas. Non, je suis jamais en rafale. Par contre, non, parce que j'ai des super flashs, mais je pense qu'ils ne tiendraient pas sur une séance. Il y a ça. Et le deuxième, non, mais vas-y, t'y vas, t'es un clown. Tu fais des bruits. Il y a un moment, tu te tais et tout d'un coup, tu pousses un cri. Un truc incroyable. Et je te jure, ils te regardent bien en face. Il n'y a pas de problème. D'accord. Après, tu sais, c'est de l'art, quoi. Je suis une artiste. Je suis une artiste de attirer l'attention. C'est un art en soi. C'est une vraie spécialité. On va parler du côté un peu entrepreneur et ça va nous amener gentiment vers la FFPMI. Dans le studio, il y a un côté entrepreneur que tu ne vas pas retrouver forcément chez les autres photographes dans le sens où tu as un vrai investissement. Tu as un loyer, tu as du matériel, tu as beaucoup plus de matériel en tout cas que le photographe lambda. Tu as souvent des stagiaires, tu as parfois des employés, tu as souvent de la sous-traitance. Moi, c'est pas la manière dont j'aime travailler parce que je veux être chez moi. Je veux pas avoir de charge, je veux être libre. Je veux pas avoir l'obligation d'aller au même endroit tous les jours. Toi, tu sens une différence entre ta pratique professionnelle et celle que tu peux voir au quotidien chez les autres ? Je côtoie pas mal de gens qui sont comme moi avec un vrai studio. Alors après, tu sais, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et je pense que ta façon de voir les choses peut être liée à la mienne. C'est-à-dire que moi, je me sens pas enfermée. Alors, j'ai acheté mon studio et j'ai des charges qui sont clairement loin d'être négligeables. J'ai 2 collaboratrices, pas de souci, elles sont là et voilà. Mais par contre, tu sais quoi, 2 jours par semaine, je travaille chez moi.
Parce qu'en fait, je me mets pas de pression. C'est-à-dire que je n'ai pas la sensation de devoir... je dois payer mon loyer. Mais par contre, en fait, c'est pas parce que j'ai un studio que je me sens obligée d'y aller tout le temps. C'est pas parce que j'ai des collaboratrices qu'elles peuvent pas travailler toutes seules au studio. Tu vois, je me mets pas de pression sur ça. Moi, je travaille beaucoup pour la FFPMI et je bloque certaines journées vraiment pour ça. Et en fait, ces journées dédiées à la FFPMI, je me dis, je vois pas pourquoi mes collaboratrices, je devrais... parce que je parle au téléphone toute la journée, je fais des réunions et je me dis, j'ai pas à leur imposer ce truc-là. Parce qu'elles ont pas demandé ça. Ouais. Et en fait, moi, je suis comme toi. Puis j'aime bien aussi être chez moi le matin, lancer ma machine, passer l'aspirateur pendant que je suis en train de faire un autre truc. Moi, j'aime pas passer l'aspirateur. T'aimes pas ? Bon, moi, j'ai pas... Alors, la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai pas le choix. Il faut que je le passe. Non, je le fais aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que cette liberté, en fait, de l'indépendant, je l'ai pas perdue. Par contre, ce que j'ai un peu perdu, c'est comment dire, je ne vais pas dire l'allégresse, mais l'insouciance, je te remercie, je ne trouvais pas le bon mot. L'insouciance. Et parfois, la nuit, il m'arrive de me réveiller en me disant comment je vais faire face à l'ensemble des charges qui m'incombent, financières, je parle. Parce que après, en fait, c'est par période. Moi, je ne me plains pas, j'ai une activité qui tourne hyper bien. Mais de temps en temps, les clients, je ne sais pas pourquoi, pendant 10 jours, il n'y en a plus un qui t'écrit pour te demander une séance. Et là, tu te dis, attends, si ça ne revient pas, je fais quoi ? Donc ça, c'est cette part-là qui de temps en temps m'empêche un peu de dormir. Mais après, c'est rare. Mais tu vois, crise Covid, là, je me dis, j'avais pas le niveau de charge que j'ai aujourd'hui parce que justement, j'ai eu l'opportunité de racheter le studio grâce à la crise Covid. Mais je me dis, si j'avais eu les charges que j'ai aujourd'hui, si on se retrouvait en mars, là, au moment où tu sais, on t'annonce que tu peux plus aller bosser, je pense que j'aurais mal vécu. Ouais. Mais après, c'est le propre de l'entrepreneur. Moi, je me suis posé la question à un moment. Je me suis dit, tu as 2 choix, Amélie. Soit tu te remets micro-entreprise, tu vois, auto-entrepreneur, et tu te charges une voiture, tu vas bosser chez le client et tu fais 7-8 séances dans ton mois et ça te suffit. Et le reste du temps, je vais au sport, je m'occupe de mes mômes, je kiffe, quoi. Je kiffe. Soit je me suis dit, j'y vais. Parce qu'il y a quand même un truc qui est indéniable, c'est qu'un jour, il va falloir que je sois à la retraite. Il va falloir que ma retraite, elle se finance. Concrètement, acheter mon studio, je pense que c'était une des meilleures idées que j'ai eues parce que c'est un investissement que je pense je me féliciterais d'avoir fait dans quelques années. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais en fait, moi, je suis une entrepreneuse. Pour de vrai, je ne suis pas une photographe. C'est pas vrai. Moi, je fais du business. C'est incroyable comme tu anticipes toutes mes questions. Ah, excuse-moi. C'est peut-être qu'on est câblés un peu de la même manière, tu vois. C'est peut-être que je t'ai pas trop mal cerné au départ aussi. Mais justement, je voulais parler de ce côté entrepreneur parce que dans mon esprit, tu es très entrepreneuse, justement, autant que photographe, parce que on va pas minimiser la partie photographie parce que tu es entrepreneuse, mais tu fais des formations. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était les journées PEPS. Donc ça remonte à loin. J'avais fait des trucs avant parce que tu sais, avec Agnès, on a commencé en 2014. Moi, j'ai commencé la photo en 2010. En 2014, avec Agnès, on a fait une tournée, mais on a tourné partout en France. Ça s'appelait Sublimer la mariée. Non, mais moi, je l'ai adoré, cette formation, parce que ça a vraiment été le moment où j'ai commencé à vivre la communauté photographe. Et c'était des petites sessions, on se déplaçait partout, mais on formait que 6 photographes. Donc, tu avais vraiment de l'échange, c'était cool comme session. Et en fait, c'est ce qui nous a emmenés sur PEPS. Et en fait, j'ai toujours... de toute façon, je ne peux pas être qu'un seul truc. C'est pas moi. Et comment tu fais pour gérer tout ça ? Parce que moi, j'aime ça. Le studio, la FFPMI et plein d'autres trucs en parallèle... La vie, le trek, parce que j'adore faire des treks aussi. Je pars. La salle de gym, les gosses. Ouais. Bah écoute, l'aspi. Ouais, l'aspi aussi, ouais, c'est pas mal. Non, en fait, j'ai une grosse force de travail. Ouais. Et je pense que je suis ultra structurée, mais tu vois, pas organisée, c'est-à-dire que je me fais pas des listes. Je pense que mon cerveau se structure assez bien. Je sais chaque matin ce qui m'incombe comme tâche dans la journée. Et alors, au-delà de ça, je vais te dire, je me mets pas des tâches, je me mets des objectifs. D'accord. C'est-à-dire que je me dis, tiens, ce soir, il faut au moins que j'ai fait 3 trucs quantifiables. Tu vois, envoyer un mail à un tel pour faire démarrer tel projet, m'assurer que telle et telle séance sont traitées. Et après, j'ai une force de travail. De toute façon, tous ceux qui travaillent avec moi, ils te le diront, je suis une machine de guerre. J'y peux rien. Je vais vite, je me fatigue. Le soir, à partir de 21h, me demandez plus rien, je suis usée. Et vraiment, c'est vrai. Mais par contre, en journée, je donne tout. D'accord. Je donne tout. Ah, mais c'est une bonne réponse. Moi, je suis pas capable de fonctionner comme toi, mais je t'envie cette capacité parce que je peux pas. Si je mène plusieurs trucs de front, ce qui m'arrive en ce moment beaucoup, par exemple, une journée podcast, c'est une journée podcast.
C'est une tâche. Ça peut pas être. Aujourd'hui, ça a été autre chose parce que j'avais d'autres choses à faire et que j'avais pas le choix. Mais la réalité, c'est que souvent, une journée podcast, c'est une journée qui n'est que podcast. Une journée photo, c'est une journée qui n'est que photo. Une journée où je vais faire de l'immobilier, ça va être une journée où je vais faire que de l'immobilier. Mais je peux pas passer switcher d'une tâche à l'autre. Alors moi, je passe mes journées à switcher. Je ne fais que ça. C'est une journée où je vais organiser une sortie pour la FFPMI. C'est très, très dur. Encore que c'est une journée photo aussi, quelque part, donc je peux toujours me démerder pour faire un petit album photo, quelque chose. Mais dès que c'est autre chose que de la retouche, ou un truc très courant, tu vois, que tu fais presque sans y réfléchir, j'arrive pas à sauter d'un truc à l'autre, même de demi-journée à demi-journée, quoi. Je sais pas comment c'est possible. Non, mais moi, je saute de 10 minutes en 10 minutes. C'est incroyable. Ouais. Mais après, j'ai toujours fait ça. Moi, j'ai besoin d'un reset de la nuit, quoi, pour dire aujourd'hui, c'est ça. Non, j'ai pas de journée à thème. Après, de temps en temps, je me dis le lundi, c'est FFPMI. En vrai, non. Parce que il suffit que j'ai des clients qui m'appellent et puis je repasse sur un truc, je vais me remettre à faire un peu de post-traitement parce qu'il y a un truc qui allait pas. Non, j'ai pas de mal à partitionner. Le jour où tu fais une formation là-dessus, je serai ton premier client. Mais tu sais, je pense que c'est mon cerveau. Donc en fait, il n'y a pas de recette à donner. Enfin, hyper souvent, on me dit mais comment tu fais ? Mais en fait, si encore j'avais des techniques d'organisation, je pourrais te dire vas-y, applique ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. J'ai pas de liste. Vraiment, je te jure, j'ai même pas un cahier dans mon sac pour me dire tiens, pense à faire ça. Non, c'est juste t'arrives à enchaîner, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Okay. Voilà. J'avais une question, j'ai hésité à te la poser, mais en fait, quand on a préparé, la réponse que tu m'as donnée était géniale, donc on va la poser. C'est que le marketing de ton site est très très carré. Ça m'a fait avoir une petite pensée émue pour les gens qui organisent des mini-séances pas chères autour de Noël, et tu as une réponse que j'ai trouvée géniale. Je t'ai simplement dit que moi aussi j'en faisais des mini-séances de Noël en fait. C'est génial, mais tu fais pas les mêmes que les autres. Alors non, on va pas dire que je fais pas les mêmes que les autres, parce que j'estime que d'un point de vue marketing, je fais la même chose que tout le monde. Je publie une séance pas très chère, même si je trouve que moi, mon tarif de base est pas... voilà, je crois que cette année, j'ai dû faire 179 € pour 10 photos. Ça reste quelque chose d'accessible, parce que moi, il faut savoir que c'est le seul moment dans l'année où je fais des séances famille. C'est-à-dire que j'autorise mes anciens clients qui n'ont pas un nouveau-né ou un bébé de 9 mois à revenir me voir. D'accord. Donc, voilà. Mais par contre, en fait... c'est du marketing pur. J'espère que mes clients écouteront pas le podcast. Mais concrètement, en fait, ils viennent à 179 €. Après, moi, je suis une machine de guerre aussi quand je fais une séance. C'est-à-dire que c'est 20 minutes de prise de vue. Mais j'ai la chance d'avoir un très grand studio. J'ai 4 décors de montée. Et je t'assure qu'en 20 minutes, j'ai fait les 4 décors avec les enfants. Et en plus, j'ai fait du fond blanc et du fond gris avec les parents. Je leur livre une galerie où il y a 40 images. Et concrètement, derrière, ils redépensent 200 € pour acheter le reste. Ouais. Au taux horaire, enfin si tu regardes bien, ma rentabilité horaire, pour 20 minutes, je vais avoir vendu 379, voire plus, parce que je peux aussi mettre un album, et comme on fait ça au moment de Noël, vendre des cadres, etc. J'ai envie de te dire, peut-être même que c'est ma meilleure rentabilité de toutes mes séances confondues. Oui, mais il y a une vraie réflexion derrière. Moi, quand je te dis les mini-séances de Noël, je vois souvent les collègues qui se collent 25 ou 30 séances normales, mais pas chères, et qui derrière galèrent pendant 2 mois à tout traiter. Ah ouais. Alors nous, mais tu vois, c'est toujours pareil. Moi, c'est ce que je dis aux gens quand on me dit mais comment tu fais pour tout faire et qui traite tes séances et comment tu fais pour livrer. Parce que moi, ils viennent le samedi, dimanche pour les séances. Lundi soir, les galeries, elles sont envoyées. Ouais. Parce que par contre, on est d'accord, ce sont des mini-séances de Noël. La prise de vue, elle est nickel, et même le traitement, c'est par lot. Hein. Ça revient à la discussion. Je ne sais pas si on l'avait eu au micro ou pas, ou avant. On disait il faut que les photos soient les plus propres possibles. Ah oui, mais de toute façon, peu importe le type de séance, les photos, elles doivent être le plus propre possible à la prise de vue. On gagne en post-traitement, on gagne en tout. Pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et plus tu travailles proprement au démarrage, moins tu as de boulot derrière et mieux c'est, quoi. Ça nous amène gentiment au fait que tu es la nouvelle présidente de la FFPMI et que la FFPMI a une certaine importance. En tout cas, pour moi, je pense qu'elle devrait avoir encore un rôle encore plus fort pour fédérer les photographes. On est encore dans une phase où ça se développe, même si ça a quand même pris une certaine densité depuis le moment où moi j'ai adhéré. On parlait de ta capacité, de ton côté entrepreneur, de ta capacité à gérer. Tu peux gérer des projets, des équipes que
tout le monde dans le domaine n'a pas forcément cette capacité de faire ça. Moi, je connais pas mal de photographes qui ont déjà du mal simplement à gérer leur facture ou leur comptabilité. Et ça va nous amener au rôle de la FFPMI. En fait, c'est quoi et ça sert à quoi la FFPMI ? Alors déjà, il y a juste une chose que je voudrais te dire, c'est que certes, avant que ça s'appelle la FFPMI, ça s'appelait le GNPP. Et je regardais là dans les documents qu'on a remplis hier et je voyais que c'est en fait depuis 1946, c'est déclaré. Il faut savoir que malgré tout, le GNPP, c'est quelque chose qui s'est arrêté, clairement. 2015, je crois que le dernier congrès du GNPP a eu lieu en 2015 et après ça a périclité. Et on doit à l'ancien président, enfin celui dont je viens de prendre la suite, s'appelle Laurent Belay, la renaissance d'une fédération digne de ce nom, d'accord ? Donc certes, on est en phase de progression. En fait, pour moi, on n'est pas en phase de progression, on vient de renaître. Complètement, tu vois, on est parti de zéro. Quand Laurent a repris la FFPMI, l'ancien GNPP qui l'a renommé FFPMI, il y avait 200 adhérents. Ouais. Aujourd'hui, on est 1000 en 5 ans. À mon sens, et pour avoir vécu cette croissance, c'est juste... moi, je suis hyper fière de ce qu'on a fait parce que je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. Après, à quoi ça sert ? La FFPMI, c'est un syndicat. C'est une organisation professionnelle. La base... Initialement, c'est de te défendre, toi, photographe. Ouais. Après, nous, on a vraiment élargi ça, peut-être parce que je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnes qui sont à la tête de ces syndicats. Et d'ailleurs, tu vois, chez les photographes, il y a pour moi 3 grosses organisations professionnelles, même s'il y en a d'autres, mais celles que je connais et qui sont aujourd'hui vraiment représentatives du métier, c'est... donc, il y a nous, la FFPMI, on est plutôt du côté artisan, même si on attire aussi d'autres typologies. T'as l'UPP, donc là on est plutôt chez les artistes, les artistes photographes, les artistes auteurs, excuse-moi. Et la troisième c'est la FNP. Et la FNP, là t'es davantage sur les métiers du négoce, les boutiques. Après je te schématise tout ça, d'accord ? Parce que si on rentre dans le détail, ça risque de devenir compliqué pour les auditeurs. Mais donc voilà, la FFPMI, on s'adresse principalement aux artisans. Et en fait, si on a une spécificité, si aujourd'hui tu me dis mais pourquoi ? Parce que tu peux être artisan et aller à la FNP. Même être artisan et aller à l'UPP. Ils te serviront peut-être un peu moins des infos qui t'intéressent, mais tu peux, il n'y a rien qui t'en empêche. Mais aujourd'hui, la FFPMI, moi, ce qui me plaît et ce qui fait qu'en fait je me bats pour cette organisation-là, moi, c'est que j'ai l'impression que c'est une grande famille. Va au salon de la photo, non mais sans rire. Ce que je vais te dire là, c'est, je le vis sur les 2-3 derniers salons de la photo. Tu vas au salon de la photo, tu te mets dans les couloirs, tu regardes les stands et tu regardes le nôtre. Et je te jure... Non mais chez nous, ça sent bon quoi. Ça sent bon l'amitié, ça sent bon la bienveillance, l'encouragement, le soutien. Tu sens qu'on a des trucs à partager, tu sens que les gens sont contents de se voir. Alors bien sûr que là, ceux qui vont m'écouter, ils vont se dire « Ouais, ça c'est facile, c'est parce qu'ils se connaissent tous. » C'est pas vrai. Tu vois, en Ile-de-France, on a remonté la structure il y a 4 ans. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est pas des gens que je connais. Je vais plus soyer ce que tu viens de dire parce que j'ai un rôle très informel dans la FFPMI Ile-de-France qui est d'organiser des sorties photos et on ne se connaît pas. Ben non, mais même toi et moi d'ailleurs, on se connaît pas. Enfin, tu vois, on se connaissait pas. On se connaît, mais oui, on se connaît depuis pas si longtemps que ça. Bah et c'est grâce à la FFPMI qu'on se connaît. Ouais. Et moi, ça m'ennuie vraiment quand j'entends des adhérents qui disent non, mais on n'a pas réussi à s'intégrer. Non, mais il y a un moment, il y a 2 choses. Il y a ce que le groupe est capable de t'intégrer et il y a ce que toi, tu as décidé de t'intégrer. Ouais. Et il y a un moment, nous, on peut apporter des solutions concrètes, des petits déjeuners, des soirées, des sorties photos, etc. Mais il faut que les gens aient la volonté de s'intégrer et d'avoir envie d'y aller, tu vois. On peut pas aller chercher tout le monde et les tirer par la main. Mais il faut proposer plein de choses. Et ça, c'est une des choses que vous allez faire aujourd'hui. En fait, on a la FFPMI, tu vois, quand tu dis à quoi ça sert, c'est surtout comment ça s'organise. Et c'est pour ça que je veux vraiment dire, c'est concret, ce côté rassemblement, parce que c'est vraiment un des 4 axes stratégiques de la Fédé, de rassembler les acteurs de la profession. Moi, je suis présidente de la structure nationale. Donc, tu t'imagines un petit rond en haut. Ouais. Et en dessous ça, il y a 20 régions. 20 régions, d'accord ? Et en fait, chaque région a son président de région. Et c'est eux qui rassemblent. C'est pas moi au national. Moi, au national, je suis là pour porter une structure et pour les aider justement à les aider à créer des actions concrètes, leur apporter des ressources, etc. Mais eux, en région, et donc par exemple, je vais prendre l'Île-de-France parce que c'est la région que je connais bien et parce que la présidente, c'est Agnès Colombo. Mais quand tu regardes, on a un calendrier avec des actions sur toute l'année. On te dit là, tu peux aller faire un studio tour, tu peux aller... Ce matin, il y avait un petit déjeuner dans le 92. Tu peux aller faire la sortie photo avec Julien à telle date. Je veux dire, on a des formations
formation, il se passe plein de trucs. Là, je revois les messages d'Agnès en début d'année en disant les mecs, faites votre truc, faites votre oui. planning. Mais non, mais c'est ça. Mais tu vois, on y met du cœur. Alors après, ça fait peut-être un peu animation, etc. Mais en tout cas, aux 21 régions, et c'est pour ça que je dis n'importe qui en France peut trouver écho s'il a envie de s'intégrer. Il faut faire quelque chose de toute façon. Enfin, faut bouger. C'est dans le mouvement qu'on va se développer. C'est pas en attendant que ça vienne, ça c'est clair. Et un des trucs très sympas que j'ai trouvé dans les sorties photos, moi je commence à connaître un peu de photographes à droite à gauche à travers toute la France, et assez fréquemment quand il y en a qui sont de passage, maintenant ils m'appellent. Ils me disent est-ce que tu as une sortie qui est prévue ce mois-ci, moi je serai là de telle date à telle date. Il y en a qui se calent sur les dates des sorties photos. C'est très sympa. Ça, et puis ça donne aussi accès à des gens. La toute première sortie qu'on a organisée, on avait, alors je ne vais pas donner de nom, mais on avait une belle petite équipe de gens très très confirmés et un assez débutant. Et ce mec-là s'est offert un workshop, mais de compète. Mais c'est ça aussi. Parce qu'il s'est retrouvé avec des gens qui étaient... Alors, on a vu, il nous montrait ses photos, tu voyais, on était dans les tours de Beaugrenelle, et les photos étaient... Enfin, les lignes n'étaient pas très droites et tout, et on l'a tous repris direct. Et on est sorti de là. Je peux te dire qu'il faisait plus des photos de travers. Déjà, s'il a gagné un truc ce jour-là, c'est ça. Mais de toute façon, être au contact des autres, que tu sois en sortie photo et que tu fasses de l'image, ou que tu sois en train de te faire un petit déj. Enfin, je sais pas, moi, c'est vrai que je parle assez volontiers de ma stratégie, de ce que je pense des stratégies des photographes, etc. Même dans le cadre d'un petit déj, tu peux apprendre 1000 trucs que tu vas rentrer chez toi et te dire, peut-être que quand même je devrais y réfléchir parce que je suis un peu, tu vois. Et moi, je reste persuadée que dans l'échange, on apprend énormément. Et je crois que c'est ça aussi qui me porte sur la FFPMI. Tu vois, moi, ce que j'adore, c'est aller en région, aller me faire les AG, rencontrer les adhérents, être à l'écoute de ce qu'ils ont envie. Tu vois, pour toujours proposer des choses qui soient le plus possible en adéquation avec les attentes de la communauté, quoi. Et moi, j'adore ça. Je pense que tu as bien raison. Pourquoi la FFPMI plutôt que les autres ? Je prends cet exemple-là, mais moi, par exemple, sur les 2 dernières années, j'ai eu, juste sur le côté mariage, même pas sur le côté événementiel, même pas sur le côté street, des sollicitations de tous les côtés de plein de gens qui veulent créer des communautés, des familles, des groupements, des annuaires, des concours, tout, en fait. À un moment, c'est un budget. La FFPMI n'est pas gratuite, l'adhésion n'est pas gratuite, les autres non plus d'ailleurs. Mais pourquoi la FFPMI plutôt qu'un autre ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs volets à cette question-là. La première, c'est en fait, je pense que ça dépend aussi du photographe et de ses besoins, tu vois, parce que nous, on peut répondre à énormément de besoins. Tu vas avoir le photographe qui a pas besoin de copains, enfin, tu vois, qui est pas dans la thématique rassemblée, fédérée, tout ça, c'est pas un truc qu'il botte, mais qui est plus dans le business. C'est-à-dire que nous, on va lui livrer, on va lui vulgariser tout ce qui peut descendre comme information juridique, réglementaire, etc. Donc ça, c'est déjà un point. Tu dis, il y a quand même des gens, et moi la première, ça m'évite d'aller chercher, on me donne. Par exemple, tu le sais, toi, qu'il faut un médiateur, que tu es obligé d'avoir un médiateur ? Non, tu le sais pas. Je sais pas. Tu vois ? Eh bien, sachez aujourd'hui que c'est obligatoire depuis 2016, ça commence à dater. Tu es obligé d'avoir un médiateur de la consommation. C'est-à-dire que sur ton site internet, tu dois pouvoir mentionner le nom de ton médiateur et tes clients doivent pouvoir faire une saisine du médiateur si jamais ils ont un problème avec toi. Ça a été pensé pour désengorger en fait toute la justice française qui a plus les moyens de traiter les petits problèmes comme ça. Ça, tu vois, par exemple, la FFPMI, moi j'ai négocié avec un médiateur un contrat à un tarif qui est... c'est 65 € pour 3 ans. C'est-à-dire que chaque année, tu peux le saisir... Enfin, un client à toi peut le saisir sur un dossier pour 65 € les 3 ans. Ça sera compris dedans. Et surtout, on te donne toutes les infos. Qu'est-ce que tu dois faire apparaître sur ton site internet, sur tes contrats, on te mâche tout le travail. Voilà. Ça, par exemple, d'un point de vue administratif, juridique, pur, réglementaire, on est là pour ça. Et à mon sens, c'est un des pans les plus importants du syndicat, de l'organisation professionnelle. Après, tu as ceux qui ont envie d'être fédérés et qui adorent les rassemblements. Et après, qu'est-ce que tu vas avoir ? Tu vas avoir toute la partie formation. Parce que chaque région
organise. Alors, tu as 2 types de formations. Tu as les formations où on va faire venir des gens et on va t'aider à... Ça va être moins cher parce que c'est organisé par la Fédé, etc. Et tu as aussi toute la partie formation, c'est-à-dire que tu vois, moi, je crois que le 7 novembre, il y a un studio tour chez moi. C'est-à-dire que tu vas venir dans mon studio, c'est limité à 15 personnes. Et toute la soirée, moi, peut-être pas toute la soirée, mais je vais peut-être te faire un topo d'1h30 sur la photo de grossesse, telle que moi, je le perçois ou je le vois. Bah, tu vois, ça, c'est de la petite formation. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important et hyper salutaire pour quelqu'un, pas forcément quelqu'un qui débute, mais quelqu'un qui est sur le marché depuis 3-4 ans. Tu arrives chez moi, tu es dans mon studio, ça fait 13 ans que je suis là, je pense que l'expérience, je commence à l'avoir, et je te donne pendant 1h30 des tips que tu vas pouvoir rentrer chez toi et appliquer. Mais attends, ça n'a pas de prix en vrai. C'est hyper informel, mais c'est génial. Et en fait, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles, plus l'aspect familial, etc., sur lesquelles je te dis pour 225 € par an. Réfléchis pas, on n'est pas un label, on n'est pas... nous, on est vraiment là pour t'apporter plein de trucs. Moi, je le vois comme ça. Après, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui demandent à être convaincus de l'intérêt. Mais moi, j'estime que on n'a pas à convaincre les gens. Soit ils perçoivent ce qu'on peut apporter et ils se disent, bah ok, évidemment, on y va. Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur les 1000 adhérents qu'on a, je suis prête à parier que maintenant, tu en as peut-être 600 ou 700 qui se disent, mais évidemment qu'on doit y être. Tu vois ? Après, il y a des gens qui restent à convaincre et puis il y a tous ceux qui ne sont même pas adhérents et qui peut-être ne le seront jamais. Je trouve ça dommage. Voilà. Écoute, on essaie de faire passer le message à quelques milliers de personnes d'un coup, là. Je le dis, je suis adhérent, je suis adhérent, j'ai pas besoin d'être convaincu. Je vous mettrai mon code de parrainage. Je ne gagne rien. Sachez-le, c'est un débat qu'on a eu tous ensemble en disant est-ce qu'il faut que les parrains gagnent un truc, un machin, un bidule, et la réponse est non. C'est pas un concours qui va en avoir le plus ou quoi, et c'est pas le but du jeu, c'est pas de gagner. Si t'es convaincu, t'es convaincu. Si tu veux convaincre les gens, eh ben t'y vas. Je pense que c'est important. Si vous voulez que ce soit moi votre parrain et que ce soit inscrit sur votre profil, parce que ça par contre c'est inscrit sur le profil. Après c'est toujours satisfaisant de savoir que tu as réussi à faire venir quelqu'un. Moi j'ai ce kiff de recevoir le mail de quelqu'un s'inscrit. Il y a des gens qui s'inscrivent sans me le dire aussi. Il y a un code de parrainage, mais à un moment je l'ai publié. Il y a des gens qui se sont inscrits sans forcément le truc, et je reçois des mails de temps en temps en disant un tel s'est inscrit et je sais même pas qui c'est en fait, mais ça me fait plaisir. Oui, mais je comprends. Ça me fait plaisir. Donc je vous mettrai mon code de parrainage quelque part sur les réseaux sociaux juste pour dire que voilà, c'est même, ça fera un petit retour par rapport à l'épisode et pour savoir si les gens se sont inscrits ou pas. En tout cas, moi je pense que c'est important. Je pense que si vous avez touché des aides de Covid pendant le Covid, rappelez-vous grâce à qui c'est arrivé, parce que moi j'étais bien content de les toucher quand même. Je pense qu'on était tous contents de les toucher et que vraiment on s'est battu. Et là pour le coup, j'ai aucun mal à dire qu'on se le doit. Enfin voilà, on était une petite équipe. Moi j'ai passé tout mon Covid avec Léa, Thibaut, Tineux à bosser, clairement. Et après il y en a encore plein d'autres parce que la Fédé aujourd'hui c'est quasiment 60 bénévoles, tu vois, quasi quotidiennement. Mais clairement, on se le doit d'être en S1 bis et d'avoir touché les aides à la hauteur où on les a touchées. Donc, ne croyez pas que c'est juste... la représentativité, c'est hyper important pour tous les combats qu'on pourra mener à l'avenir. Et plus on sera nombreux, plus pour nous, ça sera simple de mener les combats et de dire, vous vous rendez compte quand même, là, on compte la photo. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est pas un ministre qui s'est dit tiens, les photographes, il faut penser à eux. C'est les photographes qui ont dit au ministre donc, il faut penser à nous. On est là, on est en train de mourir, est-ce que tu peux nous aider s'il te plaît? Et ils ont aidé. Donc c'est important et puis c'est chouette. Non mais comme quoi on peut être entendu. C'est ça que je veux dire. Parce que moi trop souvent j'entends nous on est une toute petite profession. En fait ce que je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent, et c'est aussi une des raisons de mon engagement, c'est que j'aime porter, tu vois, et parler. Et en fait, souvent, c'est une histoire de personne. C'est-à-dire que si la cause est très bien représentée, ça aide. C'est aussi une fausse idée qu'on est une petite profession et que c'est pas un métier où on peut gagner sa vie. Enfin, il y a plein de gens qui pensent qu'on peut pas gagner correctement sa vie en photo. Si tu le penses, t'as raison. Mais si tu penses que tu peux t'en sortir, t'as raison aussi. Si tu penses que tu peux gagner beaucoup d'argent, t'as aussi raison. C'est juste une question d'état d'esprit. Et puis après, il y a aussi le côté famille. Ça, il n'y a pas de secret. C'est quand même chouette de se retrouver avec des gens qui ont le même problème que toi, d'avoir un peu de réseau. Quand on te demande un devis sur un truc où tu n'as pas la moindre idée de ce que tu peux facturer,
envoyer un message sur le groupe de la FFPMI en disant les mecs, j'ai cette demande, qui connaît, qui sait faire, je pensais dire ça, est-ce que je dis pas une bêtise? Ce qui peut aussi arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé de perdre des jobs sur des portraits parce que je suis pas spécialisé là-dedans et que j'étais pas assez cher. C'est quand même surréaliste de se dire ça, parce que je me suis dit, je suis pas hyper expérimenté, je vais envoyer un devis pas trop cher, et puis j'ai envoyé un devis qui était franchement pas assez cher du tout, et le client avait zéro confiance en fait, parce que clairement mon devis, c'était un devis d'amateur. Voilà, avoir accès à des gens qui savent, ça peut aussi être alors il y a pas que ce groupe-là, mais ça peut aussi être un vrai plus, et puis après on est plutôt sympa. On est hyper sympa. Je pense. Ouais. En tout cas, moi, j'adore. Je suis une convaincue, donc en même temps, je cherche même pas à convaincre. Pour moi, c'est indispensable. Je serais pas où j'en suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le groupement. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses aussi. Ouais. Donc, non, franchement, c'est important. Donc voilà, je l'ai assez répété. Adhérez à la FFPMI si vous pouvez, franchement. Et puis venez aux réunions, venez rencontrer du monde, venez aux sorties photos. Les sorties photos, on a décidé, en tout cas en Ile-de-France, qu'elles ne seraient pas réservées aux adhérents, justement aussi pour vous montrer ce que c'est le côté un peu familial. Donc voilà, la seule condition, c'est d'avoir un SIRET. D'être déclaré. Et d'être déclaré, d'être un photographe professionnel, d'être un professionnel de l'image plus exactement, parce qu'on prendrait aussi un YouTuber, il me semble. Nous, on est la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Voilà. D'ailleurs, on déplore aujourd'hui d'avoir assez peu de métiers de l'image, mais en tout cas, moi, j'ai l'envie de travailler à s'ouvrir à d'autres pans de la profession, parce que les vidéastes, tous les gens de l'image, les YouTubers, tous ceux qui sont sur Instagram, c'est les gens qui font des métiers de l'image aussi. Donc c'est pour ça qu'on a encore des belles perspectives pour grandir. Après, il faut être capable de parler à chacun. Et si tu veux, je veux pas que ce soit au détriment des photographes, parce que tout d'un coup, je vais me mettre sur les youtubeurs. C'est pas les mêmes problématiques non plus, donc il faut. Donc faisons les choses bien et montons les barreaux de l'échelle au fur et à mesure. Je pense que c'est ça le plus judicieux. Mais on vous dira pas non. Non, on ne vous dira pas non. On arrive à la conclusion de l'épisode. La toute première question de la conclusion, c'est quel est le pire moment de ta carrière ? En fait, j'ai pas de gros échecs. Le pire moment de ma carrière, si c'est de ma carrière de photographe, c'est un jour où j'ai dû annuler un contrat après l'avoir signé d'un mariage, parce qu'en fait, je suis rentrée chez moi en me disant mais je les sens pas du tout les gens. Enfin, tu vois, je les sens pas. J'y arriverai pas. Le gars, c'était trop compliqué. C'est le seul moment où je me suis sentie en difficulté et où je me suis dit comment je fais là maintenant tout de suite pour revenir en arrière voilà. Et en fait, j'ai fait un mea culpa. En fait, j'ai fait ma culpa et j'ai renvoyé un courrier en leur disant que je me sentais pas capable de travailler avec eux, et voilà. Et c'était pas une grosse difficulté. Je touche du bois parce que en fait, mais tu sais, je pense que les problèmes, on va les chercher. Moi, souvent, il y a des photographes où je me dis mais comment ils font pour avoir autant d'échecs, autant de problèmes dans leur carrière, dans leur vie. Et je pense qu'en fait, les problèmes, souvent, on va les chercher tout seul, tu vois. Soit parce que t'es pas assez organisé, soit parce que t'as des gens qui filent toujours droit devant dans le conflit. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de résoudre les choses à l'amiable, non, ils laissent les situations s'installer. Voilà, et puis voilà, t'as ceux qui veulent. Non, moi je suis pas comme ça. C'est-à-dire que je suis je parle beaucoup. On l'a déjà abordé, la communication. J'ai aucune difficulté ne serait-ce qu'à dire j'ai fait mal. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est aussi une qualité que d'être capable de reconnaître qu'on a fait un truc pas bien. Et de l'avouer. En fait, toute la journée, perso, moi, sur un reportage, je passe ma vie à rater des choses. C'est un des trucs que je dis en premier à mes clients quand je les rencontre. Je dis ma journée, en fait, c'est une journée très difficile. Pourquoi ? Parce que c'est une journée de plein de petits échecs avec quelques petites victoires. C'est ça. Et une journée de reportage, c'est ça en fait, c'est que tu rates un milliard de petites choses, parce que très concrètement, 90% de la journée, tu la vois pas. Déjà, t'es pas dessus. Donc tu ne fais que rater des choses en fait, déjà de base. Et après, tu as tous les petits trucs que tu foires parce que t'es pas au bon endroit, parce que tu peux pas tout le temps être parfaitement placé. Et puis, tu as tous les trucs que tu foires parce que t'as pas fait ta mise au point au bon endroit, et puis ça peut quand même te donner la photo que la cliente va préférer, tu vois. Mais ça n'est... De toute façon, on est faillible. Hein. Ouais. Il faut savoir le reconnaître. Et je pense que la meilleure solution, justement, pour pallier l'échec, c'est de savoir qu'on est faillible et de savoir le reconnaître. C'est une super leçon. Alors, elle est ridicule, cette leçon. J'avais lu un bouquin un jour sur un catcheur qui s'appelle Batista, qui est devenu acteur depuis quelque temps,
qui était paralysé. Genre, je suis désolé, je vous raconte des conneries, mais je suis fan de catch depuis l'adolescence. Et un jour, je lis donc cette biographie et le mec raconte qu'il était paralysé sur le ring parce qu'il avait peur de mal faire. Et il s'est retrouvé face à un autre mec qui était un vieux de la vieille qui lui dit « Mais je ne fais que me planter sur le ring. Je ne fais que ça. Tout le temps. Je n'arrête pas de faire des erreurs. Et ça marche et c'est pas grave. » Et je crois que c'est une leçon. Ça vient d'un endroit un peu risible, mais c'est vrai pour tout en fait. C'est qu'on ne fait que se planter, on fait tout le temps des erreurs. Des fois, on les remarque plus parce qu'en fait, voilà, ça fait partie du paysage. Mais je crois qu'en photo, en fait, il faut réaliser qu'on rate beaucoup plus de choses qu'on en réussit dans une journée. Il n'y a pas qu'en photo, tu sais. C'est comme ça dans tout. Hein. Ouais. Enfin, même dans les relations humaines et tout. Trop souvent, je rentre et je me dis, si tu avais parlé comme ça ou si tu avais dit ça, tu aurais été meilleur. Et puis la personne, elle l'aurait mieux pris. Tu le vois pas. Non, Instagram, je n'y vais pas. Je regarde pas ce que font les autres. Les gens, quand ils regardent Instagram, ils ne voient que la photo qui a marché sur la journée. Ça. Et ils ne voient pas les 9000. C'est ça, à côté que tu avais sur ta carte et qui n'ont pas marché. Exactement. Par contre, celle que tu as publiée, elle a fonctionné. Je veux dire, même quand tu retouches tes photos, tu ne vois pas qu'elles vont fonctionner. Tu le vois à la fin. Quand tu es sur ton album, quand ta galerie elle est en place et que tu es en train de tourner dedans pour trouver ton diaporama, c'est là que tu réalises, mais sinon... Tu ne fais que te planter beaucoup dans la journée. Le meilleur moment de ta carrière, du coup ? Ma carrière de photographe ? Peut-être ce week-end, quand même. Ouais. Parce que bon, je suis pas... j'avais pas, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas grande ambition, mais moi, en fait, on en revient toujours à ce jour, en 2009, où je me suis levée et que j'ai dit à mon mari, je voudrais être photographe. Où il m'a dit non, les photos, non, le photographe, c'est plus un métier, là, c'est ultra saturé, trouve autre chose. Et j'ai divorcé entre-temps, mais quand même là, quand je lui ai envoyé un message ce week-end en lui disant, tu sais, j'ai été élue présidente, alors certes, c'est une petite fédé, je l'entends, enfin voilà, mais je me dis, en fait, j'ai l'impression d'avoir bien mené au moins cette partie de carrière de photographie et d'avoir fait ce qu'il fallait pour aider le truc à bouger et puis pour avoir réussi, moi, à arriver à un endroit où j'avais envie d'être. Parce que où ce sera dans 2 mandats. Dans combien ? Ou ce sera dans 2 mandats. Ah, dans 2 mandats ? Pourquoi dans 2 mandats ? Je sais pas, comme ça. Je sais pas. Je pense que c'est le minimum, non ? Ouais, alors après, c'est des mandats d'1 an. Moi, l'année dernière, il a été proposé que les mandats de la présidence soient mis à 2 ou 3 ans. Je pensais que c'était 2 ans. Moi. Non, en fait. Et en fait, moi, j'ai refusé, enfin, j'ai pas voté pour, en tout cas, parce que je leur ai dit, j'aime l'idée qu'on remette en jeu. Tu vois, parce que certes, on me dit c'est trop court pour mener des actions. Je suis pas d'accord. Moi, là, aujourd'hui, j'ai proposé un plan d'action pour 2023 qui sont quantifiables. C'est-à-dire que je pense qu'on peut reprendre mon diaporama dans 1 an et se dire, OK, on en est où, on l'a fait ou on l'a pas fait. Après, tu as les projets qui sont des projets à 2 ou 4 ans qui impactent beaucoup pour la profession. Mais je reste persuadée qu'on peut faire des choses même à 1 an. Si dès le début de ta mandature, tu y vas, tu peux faire des choses en 1 an. Mais oui. Des choses que petit à petit, de toute façon, tu peux pas faire des grands mouvements et on sous-estime souvent l'impact que les petites choses ont sur une durée un peu plus longue. C'est ce que je dis, en fait, si on essayait juste de gravir le premier barreau de l'échelle, peut-être que dans 1 an, on sera déjà au 4e, plutôt que d'essayer de monter direct au 4e, en fait. Et, au 10e. Ou au 10e. Alors oui, non, mais ça, c'est pire. Mais moi, tu sais, toute proportion gardée, je me dis le 4e, c'est déjà vachement bien. Mais donc voilà, non, j'ai eu plein de satisfaction dans ma carrière de photographe. Tu vois, le jour où j'ai mis le pied dans mon studio refait à neuf, oui, bien sûr que là, c'est un ego trip, quoi. Tu te dis, putain, j'ai réussi, tu vois. Là, c'est un peu différent. Et en fait, j'ai été méritante. J'ai beaucoup travaillé pour la fédération. Et en fait, c'est un retour qui me fait plaisir. Ouais. Je me dis, j'ai pas fait ça pour rien. Après, c'est moi, hein, tu vois, mais je pense que ce que tu as fait a été reconnu quelque part. Quoi. Oui, et ça fait plaisir, tu vois, parce qu'on a un métier qui est hyper solitaire. Il n'y a jamais personne qui me dira que mes photos, elles sont bien si je me le dis pas. Là, on te dit juste que le boulot que tu fais depuis 2 ou 3 ans pour la Fédé, tu l'as pas trop mal fait et qu'on te fait confiance pour continuer à le faire. Enfin, on te donne les clés pour faire encore mieux. C'est un côté hyper satisfaisant et je dois t'avouer que aujourd'hui, peut-être que j'arrivais à un moment de ma carrière où j'avais aussi besoin de cette reconnaissance et de me dire vas-y, tu peux y aller parce que les gens ils sont OK avec ce que tu as fait. Voilà. Les gens sont derrière toi, quoi. Ils te prennent au sérieux. Ouais, et puis là, vraiment, c'est vrai qu'en plus, j'ai de la chance parce que ce soit les présidents de région ou le conseil d'administration, je veux dire, tout le monde a voté pour. J'ai pas eu... je pars avec un mandat où j'ai pas d'opposition et je me dis c'est quand même hyper confortable parce que j'ai la chance au moins cette année de pouvoir essayer de faire des choses avec des gens qui me suivent et c'est quand même confortable. Au moins la première année qu'on te donne ta chance et qu'on te dise vas-y, fais tes preuves. Mais donc voilà, non, ce week-end c'était chouette, vraiment chouette. Cool. Bah, écoute, 1 an pour changer les choses maintenant.
Ah non, attends, je suis pas Wonder Woman. C'est ce que je dis à tout le monde. M'attendez pas quand même. Enfin, j'ai de l'énergie à revendre, mais on peut pas tout révolutionner. On va t'aider. Ouais. On va t'aider autant qu'on peut. Moi, je vais t'aider autant que je peux à mon petit niveau. Et puis, il y en a plein d'autres. Je sais, on a eu des grandes discussions là-dessus. Il y en a plein d'autres qui vont aider. Mais voilà, en tout cas, les gens qui écoutent cet épisode, sachez que si vous voulez venir, on vous accueille. Avec grand plaisir. Et que ce sera à bras ouverts avec du café. Alors au Salon de la Photo l'an prochain, j'espère qu'il y aura du café. Parce qu'il n'y en avait pas cette année. Allez, vas-y, je te mettrai une cafetière. Je penserai à toi. Je t'enverrai la photo l'année prochaine. Une cafetière, moi je serai sur le stand. Je viendrai voir le café parce que ça a été ce Salon de la Photo, ça a été je crois que c'était le truc le plus raté de tout le salon, c'est qu'il devait y avoir genre 3 machines à café. C'était l'enfer, il fallait sortir. Ouais. Il fallait sortir en plus du salon pour avoir le café et tout. Non, je suis d'accord avec toi. Il y avait une petite camionnette, tu sais, pour faire qui faisait des sandwichs et tout. Elle s'était fait prendre d'assaut. Et elle s'était retrouvée le premier jour, elle n'avait plus un seul café après le déjeuner, mais c'était un truc de fou, quoi. Le deuxième jour, du coup, elle avait prévu le coup. Mais par contre, c'était un super salon de la photo. Je l'ai beaucoup aimé. Franchement, je m'y suis sentie hyper bien. C'était à taille humaine. Moi, j'ai adoré. J'ai qu'une hâte, c'est de refaire cette année. C'est bizarrement quand on se retrouve tous. Donc voilà. Voilà, c'est ça. C'est plein de petits salons de la photo toute l'année. C'est ça, exactement. N'hésitez pas. Dernière question de l'épisode. Qui tu me recommanderais d'inviter pour un prochain épisode ? Ah, mais moi, si. Là, comme ça, je te dirais, invite Agnès Colombo. Et tu vas me dire, mais non, c'est pas possible, je l'ai déjà fait. Je sais. Je sais pas. Après, moi, je suis très branchée grossesse, maternité. Moi, il y a dans mon domaine et dans les gens que je connais, après, je sais pas si c'est ce que tu recherches, mais il y a une photographe que j'admire de par son... En fait, il y en a 2. Mais après, c'est des noms que tu connais déjà, et voilà, mais c'est des nanas. Moi, je suis très marketing et stratégie, et pour le coup, tu vois, autant je vais pas essayer de m'inspirer sur ce que font le travail des gens et tout en photo, ça me... Voilà. Mais par contre, je salue le travail de certaines d'un point de vue marketing, stratégie de marque, etc. Et tu as Aurélie Périllou et Émilie Zangarelli qui sont pour moi 2 modèles aujourd'hui dans mon domaine, parce que c'est vraiment, moi, le mariage, tu vois, ça me parle pas, je connais pas. Par contre, en grossesse nouveau-née aujourd'hui, je salue le travail qu'elles ont fait et les réussites auxquelles elles sont arrivées. Voilà, c'est des choses qui me... Je note, on se mettra en relation ensuite. Et il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. Je mettrai tous les liens dans les notes pour te retrouver, où on peut aller voir ton travail, où on peut aller voir ton Insta, les articles qui racontent ton élection, enfin qui disent en tout cas que tu as été élu à la tête de la FFPMI. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien, de m'avoir reçu. À très bientôt. Et adhérez à la FFPMI. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.